Bonjour les circadiens, j'espère que vous avez une belle énergie. Aujourd'hui, pour l'épisode numéro 40 du Circadien Podcast, j'ai le plaisir de recevoir Ryan Farah, qui est culturiste, coach et naturopathe. Alors j'ai rencontré Ryan en début d'année au congrès du potentiel humain, c'était au Pont du Gard, et justement on s'est croisés pas très loin du Pont du Gard, et c'est là où en fait on a échangé nos premiers mots, on a eu notre première discussion devant ce beau monument. Et du coup on a super bien matché ensemble, on a passé le reste du week-end ensemble, à garder le contact et à échanger. Et du coup, j'avais envie de l'inviter sur mon podcast parce que justement, je voulais apprendre à encore mieux le découvrir. Et le podcast, c'est idéal pour ça justement. Alors vous allez voir que c'est un podcast qui est très authentique parce que pendant qu'on fait le podcast, Ryan est simplement en train d'éplucher ses poires. Parce que Ryan essaye vraiment de cultiver l'autonomie alimentaire. Donc il a son petit potager, son jardin en permaculture. Et donc vous allez le voir, l'entendre gratter, éplucher ses poires pendant le podcast. Donc moi j'ai trouvé ça plutôt chouette. Ça montre un petit peu la spontanéité du moment. Et du coup, pendant cet échange, on va parler pas mal d'alimentation, bien évidemment. On va parler aussi de nos modes de vie, de l'importance de se créer sa propre liberté, que ce soit au niveau économique, au niveau de son autonomie alimentaire, et même de sa liberté de penser, de sa capacité à penser par soi-même. On va aussi aborder des compulsions qu'on a tous les deux via l'alimentation, parce qu'on, vous allez voir qu'on va échanger un petit peu nos parcours alimentaires, et qu'en fait, en étant parti dans les extrêmes comme ça dans l'alimentation, et bah, mine de rien, on a développé un petit peu, lui et moi, euh, une sorte de TCA, de trouble du comportement alimentaire. Et du coup, on en parle un petit peu, on s'ouvre par rapport à ces tendances qu'on a. Donc voilà, on va parler un petit peu de ça, de troubles digestifs, on va parler aussi de culturisme, parce que Ryan a déjà fait une compétition de culturiste. Donc voilà, on va échanger autour de ça. Il y aura aussi plein de sujets qu'on va aborder. Mais en tout cas, c'était vraiment un épisode génial, qui était vraiment spontané. Moi, j'ai vraiment pris plaisir. C'est plus un échange entre potes, une discussion entre potes qu'un podcast. Donc voilà, c'est un format que j'espère va beaucoup vous plaire. N'oubliez pas, bien évidemment, de mettre un petit pouce bleu sous la vidéo et de la partager. Cela permet de récompenser mon travail et de mieux être référencé sur YouTube. Et sachez également que les podcasts sont gratuits et le resteront. Donc n'hésitez pas à partager, à prêcher la bonne parole de ces belles discussions que je peux créer avec mes invités. Et si le cœur vous en dit également, vous pouvez aussi faire un don du montant de vos choix. Cela permet aussi de soutenir davantage les podcasts et de pouvoir pour moi investir dans du matériel de meilleure qualité pour vous proposer des formats encore plus qualitatifs. Je vous laisse sur ces belles paroles et je vous souhaite une très belle écoute. Franchement, vrai, moi les podcasts, j'aime bien y aller un peu au feeling, tu vois, sur la spontanéité du moment. Donc, ouais. Et puis, pour les personnes, pour contextualiser un peu le podcast, on s'est rencontrés au congrès du potentiel humain cette année. Et du coup, moi, je m'étais extirpé un petit peu un moment pour avoir un petit temps seul. Et je m'étais mis quasiment, tu sais, au bord de la rivière, là, avec la vue sur le pont du Gard, qui est un très beau monument. Et je crois que je sais plus à quel moment on s'est croisés, si on s'est croisés en chemin ou si on s'est retrouvés là-bas. Moi, j'étais à la bourre. J'étais carrément T'étais à à la la bourre. bourre justement pour l'atelier de networking où je me disais, oh, je suis pas trop chaud, je suis pas trop chaud pour ça. J'aurais plus besoin de me reposer. Puis voilà que je tombe sur toi et qui me dit, ouais, je suis pas trop chaud pour ça. Je préfère m'écouter, aller me reposer. Et je me suis dit, oh, mais c'est un signe, il faut juste pas que j'y aille. J'en avais plein la tête, ouais. Et c'est là où on Ouais, ouais. a, ouais, c'est là où on a sympathisé, qu'on a appris à se découvrir et tout, et ça a bien matché. Ouais, clairement, au final, moi, je suis ressorti de cette conversation en me disant qu'il était possible qu'elle m'a apporté bien plus que ce qu'aurait pu m'apporter l'atelier de networking. Où je me suis dit, enfin, c'est chouette, j'ai retrouvé quelqu'un, quelque part, avec qui j'ai trouvé des points de connivence, en tout cas intellectuels, tant que personnels. Je me suis dit, j'ai l'impression de me reconnaître aussi dans certaines parts de toi qui me parlent. Et puis d'ailleurs, encore aujourd'hui, quand je regarde tes posts Instagram, ce grand côté révolté contre l'industrialisation et la société moderne, je me dis, ouais, c'est authentique. Et quelque part, c'est même couillu d'aller d'y aller haut et fort, de dire, waouh, c'est n'importe quoi. Parce que cette exposition-là, elle plaît pas à tout le monde, quoi. Et je me dis, Bah, d'assumer ça, quoi. hmm. Ouais, il faut le dire, et même si je m'attire beaucoup de foudre, c'est une manière de s'exposer au public en disant des propos que tout le monde n'est pas prêt à entendre aussi. Donc, mais en fait, j'ai tellement ce besoin de transmettre, de dire, là, on a atteint un point de l'humanité où c'est grave, quoi. Il faut se réveiller, tu vois.
que du coup je peux pas m'en empêcher et j'aime ça en plus. Je te rejoins. Je te rejoins là-dessus. J'essaye de mon côté d'apaiser quand même certaines choses parce que je me suis rendu compte que dans ce côté révolté, si je fais pas attention, je suis capable d'être méprisant et je me dis, putain, mon Dieu, quel genre de mec je commence à devenir si finalement c'est le regard que je pose sur le monde ou c'est le discours de Mario Bracco qui m'avait un peu calmé, tu vois, à ce sujet-là, où il disait justement que oui, les gens ont une responsabilité, mais est-ce qu'on peut leur en vouloir pleinement par rapport à leurs actes dans la mesure où on vit dans une matrice qui nous pousse littéralement à agir de cette façon-là. Et ça a amené à cette réflexion intéressante, enfin ça m'a amené, moi, à cette réflexion intéressante qui m'a fait dire, est-ce que les gens sont véritablement responsables finalement? Alors, est-ce que, ils sont responsables que dans la mesure, enfin à l'intérieur d'un contexte dans lequel on leur a plus ou moins lavé le cerveau sur les habitudes de vie, sur ce qui est normal, les habitudes de consommation? Est-ce qu'ils sont responsables, en tout cas au sens où moi je l'entends? C'est-à-dire Hmm. avoir suffisamment d'informations pour faire un choix éclairé. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, je pense que justement, tu peux être responsable à partir du moment où tu as suffisamment d'informations et de conscience. Parce que comme tu le dis, en fait, si tu vis, tu sais, c'est cette phrase imbécile heureux, Oui, tu vois, où Jésus qui disait pauvre les simples d'esprit, je crois. Et en fait, quand tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, eh ben, tu peux pas agir autrement puisque tu n'as pas l'information, tu vois. Et comme tu le dis, si tu vis dans une matrice et que tu es endormi, t'es Néo typiquement qui est branché. Et si tu sais pas qu'en fait tu es branché dans une machine et tout ce que tu vois c'est que du virtuel, tu peux pas le savoir en fait, tu vois. Et cette phrase de je ne sais pas ce que je ne sais pas, et bah pour moi c'est et je te rejoins parce que moi j'ai tendance aussi à vite partir dans à tailler les gens, à être dans le jugement, à être très très dur, tu vois. Et des fois de manquer de compassion, de bienveillance, alors que je me dis et des fois j'ai ce discours de me dire bah en fait chacun aura des prises de conscience à son niveau, chacun fait ce qu'il peut avec les ressources qu'il a et avec le contexte dans lequel il est, tu vois. Et il y a une phrase que j'avais adorée qui m'a beaucoup marqué d'Eckhart Tolle dans son livre. Alors c'est pas le pouvoir du moment présent, mais c'est mettre en pratique le pouvoir du moment présent. C'est un livre qui est plus petit où en fait il disait, et là ça te met une claque parce qu'il te dit, si t'étais dans le corps de la personne, si t'avais son expérience, ses traumas, ses croyances limitantes, son éducation, t'aurais agi exactement de la même manière. Et cette phrase, tu vois, quand je me la répète des fois, t'as de suite, tu vois, le côté je me place au-dessus des autres ou moi je sais tout qui redescend. oui, c'est vrai. C'est une phrase qui finalement ramène à beaucoup d'humilité. Où, je me suis déjà vu aussi à m'emporter dans des moments à dire, mais c'est n'importe quoi. Enfin, ça mériterait deux paires de calottes. Oui, peut-être que je suis en mesure d'estimer ça parce que j'ai des connaissances ou alors un vécu qui me permet de l'avoir. Et je me dis, mais à sa place, j'aurais pas fait ça. Ouais, mais je peux pas me dire ça parce qu'en fait, je suis pas à sa place. Si j'avais été lui, j'aurais probablement fait exactement la même chose. Donc finalement, je me demande pourquoi, ayant connaissance de cela, cette colère peut se réveiller encore, ce sentiment d'indignation peut se réveiller alors que je passe une partie de ma vie à essayer de cultiver le pardon. Ça me pourrait m'amener éventuellement à la réflexion que est-ce qu'il y a une colère qui n'est pas assumée par rapport au monde parce que la raison fait que cette colère est trouvée injuste ou, ou est-ce que j'ai véritablement l'envie de pardonner plus que de refouler une colère parce que je me dis qu'en vertu de ce que je sais, elle ne devrait pas avoir lieu alors que pourtant elle est bien là. Et oui, je pense que quand il y a une émotion qui se manifeste, elle a justement son mot à dire. Et tu vois, ça me fait penser encore ce que j'ai mis en story hier sur le fait que 95% de nos comportements sont dirigés par le subconscient. Et qu'en fait, des fois, on va se mettre à avoir des réactions, des propos, des comportements que des fois, on va se dire, mais putain, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a pris, tu vois? Parce qu'en fait, c'est le subconscient qui tire les ficelles. Et qu'en fait, t'as beau essayer de te maîtriser, de te contrôler, d'essayer de refouler une émotion avec les 5% de ton esprit conscient, étant donné que c'est ton esprit subconscient qui tire les ficelles de 95% de tes comportements, mais en fait, quand tu fais le ratio de force, en fait, entre les 5% et le 95, tu te rends bien compte, en fait, que le conscient, il peut quasiment rien, tu vois. Enseveli. C'est exactement ça. T'es enseveli sous le subconscient et la conscience, en fait, elle a très peu de pouvoir d'action, donc c'est très compliqué, finalement. Ouais, c'est un truc dont je parlais avec ma compagne, parce qu'elle me disait, mais je comprends pas, parfois dans tes réactions, elles ne collent pas avec tes discours, il y a quelque chose qui est incohérent.
Et je lui ai dit, mais le bagage théorique, c'est une chose. Mon cerveau a appris des choses. Par contre, est-ce que mes émotions sont prêtes à l'apprendre? Est-ce que ces parties de là de moi l'ont vraiment assimilé? Je lui ai dit, au risque de te décevoir, j'ai des beaux discours, mais j'ai encore beaucoup de chemin à faire quoi, sur certaines choses, y compris le fait de pouvoir mettre de la conscience au moment où je commence à être dans un mode de fonctionnement qui peut être nocif, comme pour moi, comme pour ceux de mon entourage. Je me dis, Ouais. ouais, en fait, je sais tout ce que je sais, ok. Ça n'empêche pas ma colère de se déclencher au moment où mon petit oreiller et mon petit ego pensent que ce comportement est un affront envers moi, quoi. Non, mais c'est ça, hein. Et c'est pas parce qu'en fait, souvent, il y a des choses qu'on sait. Il y a plein de choses que je sais, par exemple, intellectuellement, mais en fait, je l'ai pas intégré pleinement. Donc, tu auras beau dire des trucs. Tu sais, t'as plein de personnes, par exemple, je prends l'exemple de la spiritualité parce que c'est très parlant. T'as plein de personnes qui vont te dire oui, nous ne sommes un, nous ne faisons que un, nous sommes tous reliés. Mais en fait, les mecs, c'est juste au niveau intellectuel, ils ont pas vécu l'expérience, ils l'ont pas vécu physiquement et ils l'ont pas pleinement intégré, tu vois. Donc pour moi, il y a une différence entre le grand sage qui a vécu des expériences mystiques toute sa vie et qui te dit on est tous reliés, on ne fait qu'un. Et quand il te dit ça, il sait exactement ce qu'il dit versus le gars spirituel qui a tiré trois oracles et qui a lu deux trois livres et qui te dit non mais nous sommes tous un parce qu'il l'a lu dans des livres, tu vois. On a tellement. Il y a que ça en fait. Ah oui, 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 je te rejoins. Je te rejoins. C'est vrai que enfin, puis d'ailleurs, je te rejoins à juste titre, parce que ben, j'ai fait aussi partie de ces gars-là à un moment donné. Et puis c'est le fait de me voir dans le miroir qui m'a calmé. Où à une époque, je faisais beaucoup de musique. Chose que j'ai un peu mis de côté, comme tu as pu faire avec le dessin, a priori, à un moment donné, je me suis dit, la musique m'apporte rien, là, c'est pas productif, je laisse. Ce qui m'a incité à partir, c'est que j'étais dans un style musical où justement l'amour, la compassion et l'entraide sont des valeurs qui sont prônées dans le milieu du reggae. Et je voyais tout le monde s'appeler family, ouais, les frères, tout ça, mais et au milieu, il n'y avait pas cet amour-là, il n'y avait pas cette fraternité. Je voyais que des gens qui se disputaient et qui ne Ouais. loupaient jamais une occasion de s'arracher le micro parfois des mains ou alors de se tirer dans les pattes quand les autres n'étaient pas là. Et je me suis dit, mais à un moment donné, est-ce que prendre le micro pour aller chanter ces valeurs-là, c'est pas se détacher de la pratique, contrairement à ce qu'on pourrait croire au moment où on se fait porteur d'un message? Et c'est ce qui m'a amené, mine de rien, à un moment donné, de me retirer de tout ça pour partir dans cette vieille maison et commencer à mettre en pratique toutes les valeurs que j'avais pu acquérir aussi par cette musique et la culture reggae, à savoir trouver un chemin d'autonomie, s'affranchir de certaines croyances, s'affranchir d'un système et trouver une résilience tant dans la construction de notre habitat que de la production de notre alimentation. Hmm. De me dire, ok, j'ai l'impression d'être beaucoup plus aujourd'hui dans cette pratique que je ne l'étais à l'époque quand je pouvais aller prendre le micro avec des sound systems. Waouh, c'est magnifique ça. Et justement, j'aimerais bien que tu me partages un peu ton parcours de vie parce que je pense que tu as un parcours très inspirant. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a amené à être la personne que tu es aujourd'hui. Et d'ailleurs, je précise quand même hein, pour les personnes qui n'ont pas la vidéo que depuis tout à l'heure, Ryan en fait est en train de d'éplucher ses poires. Donc si vous entendez des espèces de petits bruits, c'est c'est Ryan est en train de faire le podcast et en même temps de s'occuper de son petit potager. D'ailleurs, on abordera après ce sujet-là, mais voilà, moi j'adore. Ça fait vraiment un côté très original, très authentique. Tu vois la spontanéité. Et alors Ryan, qu'est-ce que tu faisais avant d'éplucher des poires? Ah, avant d'être là avec toi à éplucher des poires, ça, je vais essayer de remonter quand même pas trop loin, histoire qu'il n'y ait pas non plus trop de choses à dire. Moi, j'ai commencé mon parcours professionnel dans l'hôtellerie-restauration. La cuisine, c'était quelque chose qui me parlait, parce que petit, ma source de réconfort, moi, c'était la nourriture. J'étais une petite boule, et j'allais manger en cachette. Mais vu qu'il y avait la nourriture et l'orgueil, je me suis dit, mais comment je peux faire la nourriture moi tout seul sans rien demander à personne? Du coup, ces deux choses-là se sont combinées. Et petit, ça m'a mené assez vite à chercher une indépendance et une suffisance par mes propres connaissances. Donc, je me suis dirigé dans des milieux de luxe comme les étoilés, où la cuisine dans un restaurant étoilé, c'est fabuleux parce qu'il y a vraiment la mise en valeur d'un produit et on recycle tout. Même ça, on finit par en faire de la compote qui va finir à faire une glace, un amuse-bouche. On en fait des choses magnifiques. C'est ce qui me plaisait parce qu'on était toujours dans cette dynamique d'autogérance et de production. On partait à la base de la base de la base pour savoir comment le faire. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce qui est magnifique dans ce domaine, c'est que de plus en plus, on des potagers travailler avec des gens très raisonnés. Du coup, moi, je venais de là et à un moment donné, j'ai arrêté parce que l'école de laquelle je faisais partie
qui change d'ailleurs maintenant dans ce milieu-là, c'était ta gueule et bosse. Et moi, ça m'allait pas. Parce que quand on me demandait de faire quelque chose, et d'une façon, j'avais besoin de comprendre pourquoi. Je demandais régulièrement pourquoi. Et on me disait en gros, bah, ta gueule et bosse. Et puis, sans parler des horaires et des coupures, à un moment donné, moi, j'ai vrillé complètement, en fait, j'en pouvais plus, c'était pas possible. La nuit, je dormais pas bien. Le matin, il me fallait 4 5 cafés. Sur la journée, je devais en boire peut-être une dizaine. Je devais fumer un paquet de clopes, peut-être parfois à la journée, et puis parfois même d'autres choses pour pouvoir me sédater le soir. C'était un milieu où il fallait pas non plus partir trop tôt le jeudi soir avant d'avoir bu la petite bière qui sert les collègues en fin de service. Donc il y avait toutes ces choses-là qui finalement, mises bout à bout, les excitants, les choses qui rendent irritables, les rythmes de travail soutenus, moi ça m'a poussé à un bout et un jour j'ai piqué une colère monstrueuse et ça s'est très mal fini. J'ai passé à peu près 2 années d'errance à me demander qu'est-ce que je peux bien vouloir faire. Et puis finalement, à un moment donné dans ma vie, je suis devenu végétarien, puis c'est ça qui m'a poussé à me pencher un peu plus sur la nutrition. Donc j'ai entrepris une formation en nutrition dans une école de naturopathie. Et puis c'est pareil, j'ai pas trop su quoi en faire. Et puis après, il y a eu la musculation que je pratiquais déjà plus ou moins de façon régulière. Puis il y avait aussi la musique. Et puis pendant des années, j'ai essayé de pratiquer un petit peu ces choses-là de mon côté, tout en rêvant sur mon canapé d'une vie meilleure et hors de la ville. Jusqu'où petit à petit, en fait, à force d'y penser, les choses se sont faites plus ou moins naturellement. Je suis parti de la grande ville où j'étais à l'époque. Je suis retourné chez ma mère. Puis après, j'ai rencontré ma compagne. J'ai rencontré ma compagne et vraiment, ça a été de rencontrer Justine, du coup ma compagne actuelle, qui m'a amené à combiner l'ensemble de ces choses-là, où j'ai enfin pu avoir un contexte dans lequel mettre en pratique ce que j'avais appris pendant mes stages en permaculture, autant au Hmm. niveau du design de terrain, de la façon de penser des habitations, des techniques de culture, mais aussi au niveau du relationnel humain, où les relations de couple, pour moi, c'était quelque chose qui rimait plus ou moins avec la prison et l'absence de liberté. En fait, il faut dire que mon rapport aux relations humaines était quand même drôlement biaisé par le fait d'avoir vécu dans un milieu assez militaire, puis voilà, d'avoir reçu une éducation plutôt traditionnelle où c'est pareil, si t'es pas content, tais-toi, quoi. Il y avait assez peu de place pour l'intelligence émotionnelle dans les milieux où j'étais, tant familiaux que professionnels. Donc tout ça, j'ai dû le développer de mon côté parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais c'est ça où je vais me foutre en l'air, quoi. Hmm. Il en dépend juste de ma survie. Donc j'ai commencé à appliquer toutes ces choses-là dans ma vie, à commencer par un petit bout de jardin, à commencer à dire écoute, là je me sens pas bien parce qu'il y a tel événement qui a déclenché ça chez moi, je ne sais pas pourquoi, mais je le ressens, est-ce qu'on peut en parler? Plutôt que de dire tu me fais chier, j'ai commencé voilà, petit à petit à mettre ces choses-là en place. Et puis un jour, j'ai décidé de me lancer en fait dans cette voie professionnellement en continuant de me former, par exemple dans l'association Régénère, Thierry Casasnovas, qui m'a lui aussi beaucoup aidé à me poser des questions sur ma façon de penser vis-à-vis de l'autre et sur ma santé. Alors, merci Thierry. Et Merci puis Thierry, c'est oui. par Thierry que j'ai fini par rencontrer Pierre Dufresne aussi. Et ces vidéos. Puis voilà, aujourd'hui, je suis là dans ma petite maison dans le Jura avec des rêves d'autonomie alimentaire, des rêves d'autonomie énergétique, des rêves de liberté financière aussi, mais pour pouvoir vivre cette vie et continuer de la vivre à laquelle j'aspire. Parce que me lever, travailler pour un patron, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien de gagner beaucoup d'argent dans un travail qui ne fait pas sens. Mais aujourd'hui, je peux appliquer mon goût du savoir-faire, mon goût de l'autonomie au travers de la culture, de la transformation, aussi bien de la transformation de ce qui sort de mes terres que de la transformation de mon corps, pour Ouais. pouvoir être résilient et libre, affranchi de la machine, tant que faire se peut, puisque plus le temps passe, plus il y a de choses à faire sur la liste. Donc parfois, la machine devient une étape plus ou moins obligatoire si je veux pouvoir faire tout ce que je veux faire. Et voilà, et aujourd'hui, je suis coach sportif, naturopathe, et j'ai souhait d'accompagner des gens à développer différents facteurs dans leur personnalité qui les laissent sur place. Parce que j'ai pris conscience aussi dans ma vie que c'était mes croyances qui m'empêchaient d'avancer, c'était ce regard pessimiste que j'avais sur moi qui a fait que rien ne bougeait, je m'en sentais pas capable. Et au moment où je pensais aux choses importantes, la seule chose que je ressentais, c'était un stress, pas un stress qui fait passer à l'action, c'était un stress immobilisant. Et aujourd'hui, je me suis dit, mais combien de personnes vivent ça? Et qu'est-ce que je peux faire véritablement pour accompagner les gens?
Parce qu'aujourd'hui, j'ai essayé différentes approches, mais je suis passé aussi par différents dogmes, que ce soit du régime du corps, du véganisme, du crudivorisme, de la muscu pure et dure à base de protéines en poudre, de créatine, de BCA, et de brûleur de graisse. J'ai vraiment essayé pas mal de choses. Mais en fait, j'ai compris que c'est simplement quand j'ai équilibré les différents piliers de ma vie que j'ai eu du résultat. En faisant preuve de rigueur, de discipline, en faisant preuve aussi parfois de douceur. Parce que c'était ça le plus compliqué à avoir. Étant donné le Hmm. niveau d'exigence que j'avais, j'étais toujours en train de me dire que c'était pas assez bien. Et c'est parce que finalement, j'ai pu changer grâce à des gens autour de moi qui m'ont dit si, tu es assez bien. J'ai pu commencer à m'en rendre compte et à me dire mais pourquoi tu croirais pas en toi? C'est seulement quand ces choses-là se sont déverrouillées que ben, mon corps a changé, que j'ai pu aller au bout de mes objectifs, que j'ai pu faire de plus en plus de jardins, avoir de plus en plus de récoltes, kiffer de plus en plus. C'est Voilà un magnifique. peu mon parcours. Très beau Voilà. parcours. Et on dirait un peu que ton enfance, l'éducation que tu as eue, qui était très militaire, très tais-toi et ne parle pas, t'a poussé justement à aller vers cette liberté et à te dire, bah non, en fait, je fermerai pas ma bouche, j'ai besoin de m'exprimer, de ce besoin de liberté, tu vois. Et, euh, et pour recontextualiser un peu, ça fait combien de temps que tu as commencé la muscu et la musique? Est-ce que tu as commencé avant ou après? La musique, j'ai commencé assez tôt, vers 14 ans. Ok. À 14 ans, je voulais choper des meufs alors que j'étais militaire. La technique de drague ultime. Et puis la musculation, mes premiers débuts avec la musculation, ils sont venus quand j'étais plus jeune, quand j'étais au primaire. Alors bon, c'était pas la pratique que j'ai aujourd'hui, loin de là. Et je commençais à me pencher sur la question parce que je me faisais taper, je me faisais raqueter, je me faisais bisuter. Je me disais merde, je veux plus que ça arrive, plus jamais ça m'arrivera, donc je vais devenir balèze et comme ça on me fera plus chier. Puis du coup, ça a connu des périodes de fluctuation. J'en ai fait beaucoup, j'ai arrêté, j'ai eu un physique, j'ai regrossi. Et puis là, c'est seulement depuis à peu près 18 mois où je me suis dit, mais bon, bah maintenant tu y vas, et c'est ta vie, et tu lâches plus, parce qu'en fait, c'est ça que t'aimes. Donc t'arrêtes de te trouver des raisons de plus le faire. Et puis voilà, maintenant mon environnement me le permet. Parce qu'en ville, ah bah tu sors, tu bois un coup, patati, patata. Puis finalement, aujourd'hui, c'est plus vraiment ce que je veux. Hmm, Même si bon, je me refuse pas non plus d'être invité ou parfois de faire la fête. Et disons que ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Il y a plus de raisons à l'intérieur de mes actes. Donc génial. oui, c'est cette éducation, c'est ce passé que j'ai eu avec la relation familiale qui m'a fait dire non, il faut bouger, il faut être libre. Parce que j'ai vécu dans le dogme du silence, dans la pudeur des secrets. Et moi, je me disais, mais merde, en fait, tout le monde se fait la gueule parce que personne ne parle, mais tout le monde parle quand les autres sont pas là. Vous voulez pas qu'on s'entende, vous voulez pas créer de la sécurité, un amour familial. Et je me suis dit, mais si personne prend l'initiative de se poser et de parler, dans ce cas-là, je suis celui qui mènera à la discussion, puisque personne ne veut le faire. Donc c'est un peu ça qui m'a motivé au départ, une espèce de syndrome du sauveur, en fait, de ma famille. Même si, voilà, aujourd'hui, je commence à me rendre compte de l'impact que ça a pu avoir sur moi. Il y en a eu du bon, mais il y en a eu du moins bon. Hmm. Donc oui, c'est ma vie qui m'a mené là. Ça a été quoi là, le gros déclic quand tu t'es dit là il y a 18 mois que vraiment tu avais envie d'avoir cette vie beaucoup plus libre? Est-ce que ça a été un événement, une prise de conscience, une pensée, un mot, Alors, il y a 18 mois, c'est le moment où je me suis dit, ok, c'est pas un moment où je me suis dit, je veux une vie plus libre, c'est vraiment le moment où je me suis dit, ok, je vais aller jusqu'au bout de ce que je veux faire. Parce que ça faisait des années que je pensais à faire une compétition en body, dans le culturisme. Mais dans ma tête, ah non, c'est quand même trop compliqué, tu pourras jamais te choper un physique comme ça. Et je me suis dit, putain, mais merde, mais en fait, si je peux le faire. Donc, je suis allé voir un coach qui s'appelle Arnaud Vienez. Salut Arnaud. Puis un autre coach, Pascal. Pascal Stépien. Salut Pascal. Et tous les deux m'ont aidé, en fait, à prendre conscience que si, en fait, je peux le faire. Même si la première fois que mon coach m'a vu arriver, il s'est dit, lui, il va me claquer dans les pattes, il ira pas jusqu'au bout. Il était vraiment pas convaincu, tu vois. Et puis en fait, ça s'est très bien passé. J'ai vécu une très belle expérience avec ces gens-là. Et dans ma tête, justement, ça a déverrouillé, hein. Mais si tu peux faire ça, si tu peux aller te mettre à moitié à poil sur scène pour te faire juger par plein de gens, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui te freine dans la vie? Donc pour moi, c'était simplement un moyen de me dépasser, un outil comme un autre, Hmm, et de pouvoir comprendre que j'étais capable de faire des choses. génial. Et le technique de la liberté,
Par contre, où je me suis dit merde, ça peut plus durer, ça va arriver il y a peut-être une douzaine d'années, quelque chose comme ça. Après, les choses se sont mises en route à un rythme bien différent. Ça n'a pas été instantané. Ouais, t'as la graine au moins qui a été plantée et puis ça a germé plus tard. Ça a germé plus tard, puis ça s'est mis en place petit à petit avec les voyages, où à un moment donné, c'est pareil aussi. J'ai vu que tu voyageais beaucoup en stop, parfois, que tu bougeais, que tu aimais bien barouder. À une époque de ma vie, je suis parti, j'ai baroudé, j'ai mis ma life dans ma voiture, je suis parti avec ma petite C3, je suis Trop allé bien. vivre un petit peu en Belgique avec la copine que j'avais à l'époque. Je suis parti après dans le sud de la France faire de la guitare dans les rues. Après, j'ai vécu dans un refuge à philosophie vegan en caravane où je m'occupais essentiellement d'animaux. L'expérience m'a apporté du bon, mais c'était pas forcément non plus une expérience dont je me souviens avec un sourire. Mais voilà, j'ai fait pas mal de trucs qui m'ont un peu amené sur ce chemin-là aujourd'hui. Ok, top. Génial. Et j'aimerais bien qu'on rebondisse un peu sur ton expérience du culturisme. Parce que, bah, en fait, on a ce truc-là en commun, c'est qu'on est pratiquant de musculation depuis de nombreuses années. Moi, j'ai commencé à mes 20 ans quand j'ai commencé à reprendre ma vie en main. Ça a été d'ailleurs par la musculation, par le sport. C'est ça vraiment ça a été ma porte d'entrée qui m'a permis ensuite de mettre plein d'autres choses, plein de nouvelles habitudes en place et d'arriver à là où je suis aujourd'hui. Et mon inspiration à cette époque-là, quand je me suis ouvert aussi à tout ce qui est développement personnel, c'était Arnold Schwarzenegger. Et j'avais lu son autobiographie Total Recall, qui est juste incroyable. Et je me suis beaucoup inspiré de ses vidéos, de son mindset, de tu sais vidéos de motivation, etc. Et du coup, ça m'a vraiment amené dans la musculation. Puis après, j'ai commencé à regarder Nassim Saïli, Thibaut InShape, un peu tous les youtubeurs de l'époque. Comment? Les basiques, Ouais, la genre base. Rudy Koya, Enzo Fukra, enfin, tu vois, toute la clique, quoi. Et, euh, et du coup, moi, je suis un pratiquant de musculation depuis de nombreuses années. Après, avec le Covid, ça m'a poussé, bah, vu que les salles de sport ont fermé, j'ai switché avec une alternative où je me suis dit, bah, putain, mais je peux pas ne pas faire de sport, tu vois, je peux pas faire des pompes et des squats à vide comme ça. Donc, j'ai découvert du coup les anneaux. Je me suis mis aux élastiques, aux anneaux, et puis bah là, comme tu peux le voir en story chez mon grand-père, je soulève oh, des c'est parpaings, énorme. des curls parpaings, je fais des fentes avec des parpaings, avec des cailloux, tu vois, avec ce que je trouve. J'adore. Franchement, j'adore quand je te vois. Je me dis, putain, il est vraiment des merdes, quoi. Pas des... On y va. Il n'y a pas d'excuse en fait. Quand vraiment t'as vraiment un objectif ou que t'as pas envie de lâcher un truc, mais tu trouves en fait la solution, tu vois. Et, Ouais. euh, et tout ça pour dire que moi en fait je suis jamais allé dans l'extrême du culturisme. Tu vois, j'ai jamais été jusqu'à faire une compétition, mais j'aimerais bien savoir un peu ton parcours. Est-ce que tu as déjà fait enfin, comment s'est passé tes compétitions et qu'est-ce que tu en as ressorti de tout ça? Quels ont été tes enseignements? Alors, la compétition, parce que du coup, j'en ai fait qu'une. Alors, j'ai bien l'intention d'en faire d'autres à l'avenir parce que ça me plaît. Mais la seule chose enfin, la chose que j'en ai vraiment retirée, c'est qu'il n'y a pas à avoir peur, que les belles choses prennent du temps. Et à la fin aussi que la compétition de body, c'est malsain pour le corps. Donc c'est sympa d'aller chercher cette performance physique, mais c'est dur. J'ai vraiment vu que quand j'avais mon meilleur physique, j'étais le plus irritable au monde, quoi. Je me disais, attends, ça colle pas avec ce que tu veux. Toi, tu voulais un bon physique, te sentir bon, fort, apprécier ce que tu vois, et pour être plus équilibré aussi, pour avoir une meilleure image de toi. Tous les jours, je me regardais, je me disais, là, tu as des attitudes de connard, mon vieux, on peut rien te dire. T'es pas patient, t'es vite susceptible, tu montes vite au front, t'es fatigué, tu dors pas. Bah, dans une compète de body, quand les calories baissent, il y a énormément de choses qui baissent avec, comme le sommeil, la libido aussi. Et je me suis dit, ok, c'est cool, mais c'est peut-être 6 ou 7 mois d'investi dans une préparation physique pour un seul jour où c'est une compétition. Donc il y a d'autres gens qui sont peut-être bien meilleurs, sont peut-être préparés plus dur. Mais même si c'est chouette, c'est très fatigant. C'est pour ça que je vais attendre de le refaire finalement. Il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose qui m'a plu, et il y a quelque chose que je trouve aussi ingrat par rapport au corps là-dedans. Mais dans Hmm. l'ensemble, ma compétition reste un merveilleux souvenir, même si moi j'étais dans une catégorie où les mecs avaient 4-5 cm de plus que moi, ils m'ont tous mis 5 ou 6 kilos dans les dents, tu vois, les gars étaient pleins, ils étaient gros.
J'avais l'air comme ça, moi, à côté d'eux sur scène. Mais en vérité, mais j'ai adoré ça. J'ai kiffé être sur scène, prendre la pause. Enfin, j'étais mais euphorique, vraiment. J'étais euphorique. Génial. Et ça m'a aussi réappris la valeur de la nourriture, la valeur de la liberté, parce que même si c'est une contrainte qui est choisie, que l'on s'impose à soi-même, il y a une liberté qui disparaît. C'est celle du choix alimentaire à un moment donné. C'est je veux manger ça, ah, tu peux pas, plan. Tu veux ça, non, tu peux pas, plan. Et à partir du moment où on sait qu'on n'a plus le droit à quelque chose, ça devient extrêmement difficile de s'en détacher. Du coup, ça m'a réappris la valeur de certaines choses. Le fait des fois de vouloir sortir avec ma compagne, aller se faire un resto avec sur un coup de tête parce que ça nous fait plaisir, c'était interdit ça. Donc il y avait pas mal de stratégies dans ma vie que j'avais établies pour mon bien-être et mon équipe. Tu vois, sortir faire un ciné des fois de temps en temps, marcher, se faire un repas en amoureux. Tout ça, terminé. Je pensais qu'une seule chose. Je dois dormir, je dois manger, je dois m'entraîner, dormir, manger, m'entraîner. Il n'y avait plus de place pour le reste. Donc ça a des inconvénients. Hmm. Et justement, toi qui maintenant a la connaissance, l'importance du bien manger, j'imagine, tout ce qui est rythme circadien, de la santé au naturel, tu vois, la connexion avec la nature, le respect de son corps, comment est-ce que toi, tu arrives à lier justement ces connaissances-là avec la compétition, avec le culturisme, qui ont l'air un peu antagonistes? Parce que de ce que je comprends, en fait, tu peux pas, enfin, dès que tu vas rentrer dans le bodybuilding, les sports un peu extrêmes, bah en fait, tu peux pas atteindre la pleine santé parce que le corps, il va être poussé dans son extrême. Donc, comment tu arrives à lier les deux? Alors, on peut allier les deux, je pense. Hein, je pense pas que ce soit incompatible parce il y a il y a différentes façons de faire. C'est-à-dire que les techniques, par exemple, de préparation de la nourriture que j'ai pu apprendre, conserver les micronutriments, elles m'ont été utiles. Certains aliments complémentaires comme super aliments aussi, ça m'a été utile pour pas me décharger parce que quand il fallait manger que 90 grammes de blanc de poulet et 30 grammes de riz, c'est presque vide en fait, pour ainsi dire, quand on mange ça, il n'y a rien. Donc à côté, j'avais ça et j'avais aussi les jus de légumes qui m'ont aidé à garder la minéralité et à pas trop me blesser, à développer de tendinite vénère. Et là aussi, j'étais rentré dans une supplémentation, par exemple, coenzyme Q10. J'étais supplémenté aussi en magnésium, mais parce que là, je pouvais pas manger mon petit gruau de cacao pour respecter mon total calorique, ça allait pas. Donc j'ai fait appel à des outils plus ou moins pertinents à l'extérieur. Puis d'ailleurs, j'ai pu y faire appel moi aussi, mais parce que encore une fois, j'étais bien accompagné. J'étais accompagné par Pascal et quelqu'un de très compétent. Même si on n'était pas d'accord sur tout, que j'étais pas d'accord pour manger des galettes de riz soufflé le jour de la compétition ou boire du Powerade, je me suis tué en fait. Je l'ai fait parce que lui, il connaît ce milieu et moi, je le connais beaucoup moins bien que lui. Lui a vraiment participé, donc je me suis dit, plus tard. J'ai pas forcément cherché tout du long à concilier parce que dans ma tête, j'étais déjà dans l'optique de la compétition. De toute manière, c'est pas bon à la santé. Donc, quoi qu'ils me disent de faire, je le ferai. Ma santé, je sais la prendre en main et je saurai la réparer après. Puis moi qui pensais aussi savoir quand même pas mal de choses, c'est aussi grâce à cette compétition, puis grâce à l'expertise de Pascal, qu'à un moment donné, j'ai pu me poser des vraies questions et puis me rendre compte que j'avais beau savoir beaucoup de choses, il était possible que je les applique pas aussi bien que ça. Donc ça m'a permis de me regarder en face parce que, mine de rien, mes coachs étaient là quand je faisais des cacas nerveux ou quand je me comportais comme un enfant gâté parce que ça allait pas assez vite. Parce que j'étais pressé, j'étais stressé, alors il fallait que ça aille vite. Heureusement, les deux ont quand même pu me tempérer, même dans les moments où j'étais là à me dire, mais ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup de souffrir autant pour un jour dans sa vie. Il y a des jours qui étaient vraiment raides, quoi. Bon, j'ai concilié les deux un peu du mieux que j'ai pu, comme je te dis, où ça a surtout été l'après. L'après qui a été un peu plus salvateur, où j'ai vraiment pu reprendre mon alimentation en main, même si à la fin de la compétition, c'était chaotique parce que j'avais des troubles du comportement alimentaire qui ont duré un moment quand même. Où je me jetais, mais sur tout, là, du chocolat, des bonbons, du vin, de tout ce que tu veux, il y avait, je mangeais. Tu vois, genre, il m'en faut, quoi, j'en ai manqué. Et puis je me suis détraqué le digestif complètement parce que je passais de portions infimes, je suis descendu jusqu'à 1200 calories. Je passais Oh. vraiment de toutes petites portions à je m'éclate le bide. Ah, mon corps, il n'a pas compris, alors que ça aurait pu être bon si j'avais fait les choses différemment, puisqu'une restriction calorique comme celle-là va mimer les effets du jeûne, et c'est aussi ce qui va faire que l'inflammation se maintient et qu'elle a du mal de redescendre dans ces périodes-là. Eh ben, j'aurais pu faire les choses beaucoup mieux et profiter de cette grosse période vraiment de stress intense pour mon corps, pour faire agir l'hormèse et avoir un rebond phénoménal.
Mais c'est une chose que j'ai pas fait. Parce que dans ma tête, il y a un truc qui était débranché. J'en ai plein le cul. Je veux que la souffrance s'arrête. Donc j'ai Hmm. aussi appris des choses sur moi et ma façon de me comporter dans ma vie de tous les jours. Ah, mais tu vois, c'est souvent ça quand on part vraiment dans des extrêmes ou que beaucoup de personnes malheureusement ont des modes de vie très stressants. Ils sont tellement stressés, ils sont tellement sur les nerfs que il y a un moment donné quand l'émotionnel lâche, et ben en fait ils vont se jeter justement ils vont adopter des comportements mais totalement hérétiques, tu vois. Ils vont se mettre à, je sais pas, à consommer plein de Netflix, plein de séries, à se jeter sur de l'alcool, des drogues, de la nourriture, parce qu'on a été en fait dans cet extrême, on s'est coupé, on s'est retenu, et je pense que c'est un côté encore une fois très animal, c'est presque normal, tu vois. On a une biologie qui est conçue pour se mettre en sécurité dès qu'il en a la possibilité. Et ça fait écho, tu vois, à cette expérience que j'ai eue dans mon chemin, dans mon parcours vers l'alimentation. C'est qu'il y a eu une période où j'ai découvert l'Ayurveda et j'étais à fond dedans, tu vois. Je voulais connaître mon dosha, ma constitution ayurvédique, et puis adopter des aliments en fonction de ma constitution ayurvédique, etc. Donc j'étais à fond aussi dans routine de yoga, de pranayama, très ce côté, tu vois, yogi, tu vois. Et sauf que en fait, je suis rentré vraiment dans l'extrême, tu vois. Et en Ayurveda, ce qu'on prône le plus dans la santé, c'est la santé du feu digestif qu'on appelle Agni. Et dans l'Ayurveda, en fait, tout part la santé et même d'ailleurs la naturopathie, beaucoup de d'autres on va dire euh, plans alimentaires. Bon bref, j'ai pas le mot. Tu vois, la santé, en fait, ça commence dans la digestion et on part du constat que si t'as pas une bonne digestion, si t'as pas un feu digestif puissant, c'est que t'es pas en santé. Donc il y a quelque chose à travailler. Et donc moi, je suis parti à fond dans cet extrême-là, de me dire, bah en fait, je vais manger que quand vraiment j'ai faim. Donc je me suis mis vraiment à écouter et c'est là où j'ai commencé à développer une espèce de rigidité mentale, mais presque des comportements alimentaires, des troubles du comportement alimentaire où j'étais obsédé par ma digestion, de savoir est-ce que si j'allais manger ça, est-ce que j'allais bien digérer, est-ce que j'allais avoir faim dans quelques temps. Et en fait, j'attendais très longtemps d'avoir très très faim, d'être sûr de me dire là c'est bon, j'ai faim, je sens que j'ai vraiment l'estomac vide, ça y est, je peux y aller, tu vois. Sauf que sur une période de peut-être ça a duré un an ou deux à peu près. Bah, en fait, je suis passé de 64 kilos à 52 pour 1,70 m. Et si tu remontes un peu mon feed sur Instagram, il y avait une période où j'étais vraiment creux. Par contre, j'étais très sec et ma musculature était très dessinée. Et quand j'ai repris les compteurs de calories, tu sais, sur une application, bah en fait, j'ai constaté que je tournais en fait à 1500 calories par jour, alors que je m'entraînais tous les jours dehors aux anneaux, à soulever des cailloux, des élastiques et tout ça, tu vois. Et en fait, je comprenais pas, j'avais le sommeil qui était fractionné, j'avais aucune libido, j'avais une humeur de merde. Le matin, il fallait un gros mug de café bien corsé pour me réveiller, tu vois. Et à côté de ça, j'étais tout aussi dans une rigidité au niveau de ma routine, de productivité, etc. Et en fait, ça m'a coûté. Bah en fait, aujourd'hui, tu vois, après j'ai découvert l'approche ancestrale, j'ai réintégré les abats, les produits laitiers crus, etc. Tout ce dont on parle en ce moment. Et j'ai gardé en fait des séquelles de ces compulsions, c'est-à-dire que quand je mange, j'ai toujours une partie de moi qui est là, ah j'espère que je vais bien digérer, j'espère que je vais avoir faim, et de mentaliser mes repas, de me dire attends je vais pas mettre trop de gras parce que sinon je vais pas digérer, ça va être lourd. Et ce truc aussi comme toi de quand je mange, c'est l'extase. Chacun de mes repas, tu vois, je l'attends. Je suis là, je sais il va y avoir le repas, et je l'attends et je suis comme un fou, tu vois. Et si par malheur à l'heure du repas habituel, je n'ai pas faim, ou je sens que je suis encore un peu barbouillé, ou que par exemple j'ai pas bien digéré, et ben là je vais commencer à devenir irrité, je vais commencer à m'énerver, à me dire putain mais j'ai pas faim, mais j'ai envie de manger, tu vois ce truc, Chier, tu ouais, vois, fait ouais, je chier, vois. tu vois. Et j'ai encore des restes de ça, et je suis encore en travail, en process, en train d'y travailler, mais c'est très dur. Parce que je suis parti dans cet extrême et qu'il y a une forme de traumatisme voilà. Oui, ça fait écho, hein, ça résonne ce que tu dis. J'ai vécu quelque chose de similaire, d'ailleurs, mais bien avant la compétition, etc. Où, ça, c'était vraiment l'époque où je suivais toutes les formations avec Thierry Casasnovas. Où moi aussi, je me suis mis dans un dogme où, jeûne intermittent tout le temps. Et puis je mangeais jamais avant 16 heures. Et entre 16 heures et puis mon lever.
C'était entraînement, c'était sprinter en côte, faire tout le ménage, faire tous les habits, aller au jardin. Quand j'arrivais à 16h, c'était une boule de nerfs. Il fallait que je mange. Si ma compagne était devant moi, j'étais là, genre, putain, c'est pas possible. Genre, casse-toi de mon chemin, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible, je supportais rien. Et je ne m'en rendais pas compte. Pour moi, c'était normal. Et à aucun moment, j'avais la jugeote que ça devait bouger. C'était pas possible. Je me disais, bah non. Non, 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 ma routine, c'est ma routine, etc. Il y avait cette rigidité mentale qui, d'ailleurs, ben, si je fais pas attention, elle revient. Elle revient, cette rigidité mentale, si je prends pas le temps de me recentrer. C'était des paroles de Estelle Sevana qui avait fait écho quand elle avait écrit un article sur le sommeil. Elle disait, c'est associer la chambre à coucher à quelque chose de stressant qui vous pénalisera. Hmm. Ah, c'est chez toi le bruit. Ouais. Ouais. Je croyais que c'était. Mon enceinte est là-bas. Je croyais que c'était par la fenêtre. Je me disais, oula, il y a des chiens, ça va gueuler là-haut. Non, au final, j'ai fini par me dire, ok, je vais essayer de m'instaurer une routine. J'ai faim, je mange. J'ai pas faim, je mange pas. Aujourd'hui, je fonctionne comme ça. Et évidemment, quand il est midi passé et que j'ai pas mangé parce que peut-être que j'ai mal mangé la veille ou que j'ai pas bien digéré, que je suis ballonné, ah, mon petit cerveau là-haut, il me dit, ah oui, mais après-midi, tes protéines, tu vas moins bien les digérer, Ryan. C'est pas bon ça. Ah, il est là, tu vois, il me raconte. Je dis, ah, ça sert à quoi de lui en remettre s'il ne peut plus en prendre? Donc, j'y vais, je mange pas. Et puis parfois, ça peut m'arriver dans mes moments aussi de frustration d'avoir à peu près cette même logique que toi. Je me dis, pour bien manger, il faut être au calme, il faut bien digérer. Et là, si le chien aboie, ça y est, il m'a flingué ma digestion. Je commence à m'énerver tout ça, mais je mon repas qui descend pas. Et moi, mon repas descend et plus je monte en pression, je dis, gna, 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 ma digestion, je suis pas content. Et là où le tyran, il prend un malin plaisir, il me dit, vas-y, énerve-toi, c'est bon pour moi. Putain, mais c'est tellement ça. Je pense qu'on est beaucoup à passer par là. Et que dans la santé, plus on a de connaissances à un moment donné, et, plus on a envie d'appliquer ces connaissances-là, simplement bah, pour aussi peut-être cette performance à l'intérieur d'un domaine qui nous parle. Exactement. Et tu vois, ça me fait écho au fait que, en fait, des fois, je me dis, en fait, tout ce que j'ai appris de mes 10 dernières années, des fois, je vois ça un peu comme un cadeau empoisonné. Parce que justement, en fait, je pense qu'on on est beaucoup comme ça, tu vois, quand on va je prends le milieu de l'alimentation, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans ce qu'on partage parce que des fois, à vouloir chercher la santé, à vouloir absolument tout optimiser, être parfait, et ben en fait, on se crée une stress, une charge mentale, on se crée des compulsions, des troubles du comportement, et en fait, on fait, enfin, c'est contre-productif, tu vois. Et pour moi, C'est d'avoir toutes ces connaissances, tu vois, de digestion, de machin, bah en fait, tu te prends trop la tête. Et quand tu as envie de te faire un repas parce que tu as faim, t'es pas en train de le faire avec, bah tiens, qu'est-ce que mon corps a besoin? C'est non, là, il me faut tant de protéines, il me faut tant de machin, parce que sinon, tu vois. Et c'est chiant de se détacher de ça, mais c'est ultra dur. Et comme tu le dis, ça c'est- demande constamment de la conscience, de se recentrer, de dire, ok, non, là, j'écoute mon corps et pas mon mental. c'est Dominique Guyot qui a écrit un bouquin là-dessus qui s'appelle L'éloge du cru, où justement il va parler de l'instinct. Hmm. Et il nous parle du développement des sens humains, du fait que nos sens servent à discriminer ce dont on a besoin et ce dont on n'a pas besoin, mais que c'est compliqué à l'heure actuelle, puisqu'on vit dans une société où nos sens sont manipulés par des gens qui font du business avec la bouffe, où ce qui n'est pas censé être mangeable, c'est rendu appétant, quoi, de la poudre de cochenille, ça rend des bonbons roses, enfin roses ou rouges, puis du coup, c'est saillant, on a envie de les manger, alors qu'on n'a pas envie de bouffer une cochenille, quoi, et pourtant, on va se retrouver à la manger quand même, ou tout un tas de poudres dégueulasses, ou des tranches de poulet à la con, à recomposer. Ça sent bon, ça sent le fumé, ça donne envie de le manger. Alors que si quand on voit comment c'est fait, on n'a pas envie de la manger, cette pâte-là. C'est c'est compliqué. C'est devenu compliqué aussi de ne pas surintellectualiser sa nourriture. C'est un mécanisme que je comprends, parce que ça m'arrive régulièrement aussi. Ça m'arrive régulièrement aussi. Après, je vois que plus le temps passe, plus je commence vraiment à savoir ce qu'il me faut, puisque plus je mange brut, plus quand j'ai faim, je vais penser à quelque chose, et c'est ce à quoi je pense que je vais manger. Je me dis là, c'est ça, c'est cette odeur, c'est ce goût que j'ai dans la bouche, c'est ça que je vais manger, et il Hmm. n'y a plus d'histoire de calories, il n'y a plus d'histoire de je note, je mange ça à ma faim. Ça se passe bien dans le ventre, je continue, ça se passe pas bien, j'arrête. On verra plus tard. Et j'essaye de plus me prendre la tête. Maintenant, j'ai envie d'un fruit, je me balade, je mange un fruit. Bon, pendant que je préparais ma compète, oh,
Toi, t'as mangé un fruit, c'est pas le total calorique, c'est pas bon. Ta glycémie, elle va monter, ton insuline aussi, là, tu vas tout stocker. Oh, puis les glucides, ça retient l'eau, tu vas faire de la rétention d'eau. Oh, c'était infernal. C'était infernal. Tu m'étonnes. Mais c'est ça aussi que j'essaie de renouer maintenant, c'est de dire presque quand t'as le goût de l'aliment dans la bouche, tu vois, qui t'appelle. C'est là où justement ton corps il dit bah je veux ça, tu vois. Vas-y, mon gars. Il dit, c'est ça. Vas-y go. Et des fois je fais ça, tu vois, quand je sens que je suis en train de me prendre la tête en me disant pommes de terre. Des fois tu sais pendant un quart d'heure je pouvais me prendre la tête sur patate, pommes de terre ou patate douce, tu vois. À un moment donné, ferme-la, tais-toi, tu fermes les yeux, tu prends une bonne respiration, t'imagines la patate douce devant toi dans ton assiette cuite, t'imagines la pomme de terre, et t'écoutes dans ton ressenti, dans ton corps, bah tiens, finalement c'est plus la patate douce là ce soir qui m'appelle. Et go, tu vois. Mais il y a des fois des fois je m'engueulais à voix haute en me disant mais tu vas arrêter là tes conneries, tu vois. À un moment donné, fais un choix, tu vois, genre arrête. Je sais plus qui c'est que j'ai vu dernièrement qui parlait de l'influence de la pensée sur le corps, qui disait, mais des fois, on est en train de vivre des émotions pour des pensées qu'on a. Il dit, si vous êtes en train de vous rendre compte que votre imaginaire influe sur vos émotions, essayez de crier un bon coup stop à haute voix pour mettre un frein à tout ce qui se passe. Dites, attends, là, je viens de changer ce que j'imaginais ça. Stop. On revient là. Là, tout ce qui vient de se passer, c'est faux, ça n'a même pas existé. Ça n'existait que là-haut. Et de se remettre là-dedans, quoi. Et du coup, ton stop, tu as la fermer, il m'a fait penser à ça. Et justement, en parlant, vas-y si tu veux dire quelque chose. Là, je préfère te laisser continuer, parce que je vais peut-être un peu dévier du sujet après, alors puis j'ai envie d'entendre ce que tu as à dire. Ok, bah en fait j'allais te lancer sur le sujet de ton alimentation, donc c'est pour ça. Ah, ok. Ok, d'accord, bah on peut y aller si c'est ça qui te botte. Ok, bah après si tu voulais rebondir après sur, si tu veux dévier après, on peut aussi, hein. Mais du coup je voulais te Ok. lancer un peu sur bah, ton mode alimentaire aujourd'hui, comment est-ce que tu t'alimentes parce que bah je vois un peu tes stories. Toi t'as un potager aussi en permaculture, donc j'imagine que tu dois manger très très brut. Je vois aussi que tu manges très peu de glucides, en tout cas j'en ai pas vu beaucoup. Du coup je voulais savoir un peu toi comment tu gères un peu tout ça. Est-ce que justement t'es plus dans le cétogène, dans le low carb ou est-ce que c'est cyclique? Alors, j'ai pas forcément de mode alimentaire spécifique. Ma seule règle, c'est d'essayer d'inclure un maximum de cru et que les produits soient bruts. Donc c'est vrai que sur mes repas du matin, il y a très peu, voire pas de glucides. Par exemple, mes glucides ce matin, c'était deux, trois pêches là que j'ai cueillies tantôt. J'ai cueilli toutes les pêches pour faire de la confiture. Je me suis envoyé deux, trois pêches. Puis à la fin de mon repas, j'avais une petite envie de sucre, alors je me suis envoyé une cuillère de miel. Mais j'ai remarqué que tout ce qui est riz, pommes de terre, etc. En ce moment, c'est pas ça que ça. Du coup, je les mets un peu plus loin. Et après, les glucides, je vais surtout les amener le soir. Donc Hmm. le soir, ça peut être, je vais me faire peut-être des pancakes à la farine de banane verte, puis je vais me tartiner un peu de miel dessus. Et ça me va bien comme ça. Je préfère vraiment aller chercher mes glucides dans des fruits ou dans des produits concentrés comme le miel, que je vais manger légèrement en fin de repas, quoi. Donc, parfois, il y a des jours je suis plus bas, il y a des jours je suis plus haut, mais je suis vraiment mes envies. Si j'ai envie de sucre, ben j'en mange, mais je mange un sucre brut qui va me nourrir véritablement avec des minéraux, des micronutriments, etc. Si j'en ai pas envie, bah j'en ai pas envie. Il y a des fois le matin, je me lève, j'ai envie de sucre, mais je sais que si je mange ça, hein, dans la demi-heure, Ryan il se rendort, quoi. C'est pas possible. Donc j'attends, en fait, j'attends un peu plus vers les coups de midi ou le soir. Ou alors je vais croquer un petit carré de chocolat, tu vois, après mes œufs le matin, si j'ai envie de sucre. Ça me satisfait, puis ça va. Ok. Voilà. Et justement, je vais rebondir, te lancer sur cette fameuse croyance. Je pense qu'il y a encore cette croyance qui existe en 2024 toujours. C'est que manger des féculents le soir, et bah, ça fait grossir. Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux mettre un gros kick à cette croyance? Ah non, oui, oui, oui et non. Ça, moi, je pense pas que ça fasse grossir. Je pense que les glucides, moi, en tout cas, ça m'aide à mieux dormir. Parce que justement, il y a cette petite montée d'énergie liée à la consommation des glucides, et puis après, justement, ça redescend. Ça vraiment, vraiment le corps en mode off, les glucides. Et le soir, ça aide à avoir un meilleur sommeil. Que si les repas sont trop protéinés le soir, les acides aminés des protéines vont rentrer en conflit avec des hormones qui vont nous servir à réguler le cycle de sommeil. Donc non, ça fait vraiment pas plus grossir
que d'en manger à d'autres instants. Je suis pas d'accord avec ça. L'expérience démontre que c'est faux, la science démontre que c'est faux. Bon, à un moment donné, plus d'accord. Plus d'accord, ça marche pas. Moi, je dirais même aux gens, mangez vos glucides le soir. Bah, Moi, je exactement. Et sais qu'en moi, plus, c'est un travail qui m'apporte le plus de satisfaction. pareil. Et tu vois, moi, j'ai vraiment ce truc. On a beaucoup ce truc aussi de le matin, tu manges comme un roi. À midi, tu manges comme un prince. Et le soir, tu manges comme un pauvre. Et en fait, moi, je fais tout l'inverse. C'est que j'ai des repas assez légers dans la journée. Parce que justement, j'aime pas m'alourdir. J'aime pas avoir un truc trop lourd dans l'estomac. Et par contre, le soir, c'est la grosse assiette, tu vois. C'est de l'aplâtré de féculents, la protéine et un peu de glucides. Et parce qu'en fait, je sais qu'après, j'ai plus d'efforts physiques et mental à faire. Et que du coup, je vais Mhm. pouvoir me poser, tu vois, et laisser place à la digestion. Et alors, quand je dis ça, je me gaffe pas, tu vois. Je suis pas à me remplir le ventre, mais c'est vraiment un bon repas copieux, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Je trouve la stratégie intéressante parce qu'effectivement, c'est quand on est à jeun, quand on mange moins, qu'on est un peu plus vif d'esprit. Les repas lourds, on voit bien que ça met une calotte de ses morts phénoménale et qu'après, on sert plus à rien. La calotte C'est de ses clairement morts. la calotte de ses morts, le gros repas. Ça, après, tu, t'es là. tu sens Ah, la grosse massue là qui vient te matraquer l'arrière du crâne après le repas. Tu la sens ah, venir. ouais. Ah bah, c'est clair. C'est clair. Et ouais, moi je trouve ça intéressant comme stratégie. Je me dis que, ouais, tu vois, j'étais en train de me demander, je me suis dit, tu devrais peut-être essayer. Parce que moi j'ai tendance à manger moins le soir, simplement pour laisser plus d'espace à mon corps pour se nettoyer pendant la nuit. Je veux pas qu'il ait trop de taf de digestion pendant la nuit. Tu me diras, c'est vrai que si je cherche le meilleur moment pour digérer, étant donné les journées que je fais en ce moment, je suis toujours assez actif. Il y a assez peu de moments où là, de petites heures de respiration souple pour que vraiment tout se digère. Donc je me dis, ok, cette stratégie elle est intéressante et je pense que je vais l'essayer prochainement. Ah bah carrément. Avec plaisir d'avoir ton retour. Parce qu'après, je sais qu'étant donné que moi je m'entraîne le matin, quand je rentre dans l'entraînement, moi il y a une heure et demie après, il faut que je mange quoi. Je sais que je me suis mis un tarif phénoménal que je tremble, parfois je peux avoir des suées. Ouais, c'est nécessaire de manger quoi. Hmm. C'est vraiment nécessaire. Donc moi, mon plus gros repas, il est vraiment le midi. Ou le matin, bah, étant donné que je vais m'entraîner une heure à une heure et demie après, j'ai pas envie de manger trop lourd non plus. Donc d'ailleurs, bien souvent, mon petit-déj, c'est un seul aliment ou deux maximum, des œufs et des noix du Brésil. Et après, c'est La le même. midi. Ah, La même. ah, team noix du Ya. Brésil. Et puis après, voilà, le midi, là, j'y vais sur la viande, quoi. Ça peut être de viande, foie, abats, poisson, parfois les deux. Tu vois, ce midi, c'était du bœuf puis des maquereaux. Hmm, j'ai vu Bœuf ça, ouais. cru, maturé. Putain, j'adore ça, quoi. En ce moment, j'ai Hmm. envie que de ça. J'ai envie d'en manger tout le temps, là. Faut que ça fermente, faut que... C'est ça qui m'appelle. Trop C'est bien. ça qui m'appelle. Et Donc en ce justement, moment, t'as pas un gros coup de barre phénoménal après quand tu t'envoies une grosse séance de sport et après un bon repas, t'as pas derrière le contre-coup après? non, Non? je l'ai pas. Ok. Quand je décide de me faire des frites au air fryer avec ma viande, ouais. Là, ouais. Paf. J'ai un moment de bon, je vais prendre 20-25 minutes, une demi-heure pour faire une petite sieste avant de réattaquer. Et là, tu vois, ce midi, non, clairement, que dalle, quoi. Courgettes, tomates, bœuf, maquereau, aucun souci. Aucun Ouais, souci. parce qu'après t'as eu peu de glucides aussi, j'imagine, donc ça aide. Oui, mais ce midi, il y en avait quasiment pas, quoi. Comme je te dis, il y avait une cuillère à café de miel à la fin. Puis c'est tout. Je sais vraiment que je vais les prendre ce soir. D'ailleurs, tiens, il est 16 heures. C'est l'heure à laquelle je commence vraiment à les mettre dans mon alimentation progressivement. Si j'ai envie d'une banane ou d'une pomme, là, ça commence, quoi. Mais en glucides, oui, ce Ça matin, commence. ça va très bien. Et pour autant, je fais quand même attention à en consommer. Hmm. Mais voilà, après, cette stratégie, elle est là aussi parce que j'ai deux, trois soucis intestinaux à régler par rapport à une dysbiose à animaux. Du coup, je travaille dessus. Ça prend quand même un peu de temps de réguler tout ça. C'est vrai que ça prend du temps hein, quand on a fait un peu le con entre guillemets avec ses intestins, avec ses approches alimentaires et moi aussi, tu vois, je sens que des fois j'ai des problèmes digestifs, des problèmes de transit. Des fois, j'ai la digestion lourde, des ballonnements, des gaz. Donc, ça demande aussi, même si on a envie d'être intuitif, des fois de faire attention. Par exemple, moi, j'aimerais bien faire des grosses plâtrées de tomates, mais par exemple, moi, si je mange trop de crudités, tu vois, bah, ça va ballonner, ça va pas passer.
Et donc, il faut que ce soit en petite quantité. Ça peut pas être un mélange de crudités. Avant, tu vois, quand je faisais des salades betteraves, tomates et concombres, par exemple, tu vois, la bonne salade d'été, tu me mets ces trois trucs mélangés, ça ballonne, tu vois, ça passe pas. Donc, il faut vraiment que je fasse attention. Et c'est ça aussi que j'essaie de faire comprendre aussi dans mes accompagnements, et même dans les réseaux, c'est que bah, il y a des fois, on a eu des années de, où on a mangé n'importe quoi. Et en fait, on peut Mhm. pas résoudre, les troubles digestifs, ça se résout pas en 2, 3 mois, même des fois 6 mois, même des fois en un an, des fois ça prend des années, tu vois. Oui, oui, surtout quand en plus les gens commencent à prendre conscience que avoir un gros bide après avoir mangé, bah, c'est pas normal. Quand ils commencent à dire ça, après, il y a un moment donné, il y a cette peur de mal digérer dont on parlait tout à l'heure, où manger devient rassocié à quelque chose d'anxiogène. Et c'est ça qui est frustrant, c'est ça qui est perturbant et qui parfois même accentue ces troubles-là. Et ouais, alors je sais pas comment tu as été élevé, toi. Je sais que moi, j'ai pas été élevé au lait maternel, à la viande brute, etc. C'était petit déj au Kellogg's, les brioches pasquier, mes couilles, à Bah 16 heures. oui, c'est Une pareil. alimentation. Voilà, j'ai mangé n'importe quoi petit. Et en fait, c'est il y a quelques années à peine que j'ai pris conscience que j'avais toujours été ballonné. Et je me dis, c'est marrant. On me disait toujours que je chialais pour rien, que j'étais hypersensible. Ouais, mais en fait, il y a un moment donné, tout se passe là. Tout se passe là. Donc, c'est pas que la personne est plus sensible qu'une autre, c'est qu'à un moment donné, il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Et je vois que quand dans mon bide, ça va pas, j'ai des niveaux de patience quand même relativement restreints. Exactement, ça je te rejoins. Donc, Et en plus, je pense, tu vois, alors déjà, on vit dans une société, on répète encore, mais où on mange des aliments surtransformés. On n'est pas à l'écoute, c'est-à-dire que bah, on va grignoter, tu vois, par exemple, tu as mangé ton repas, un repas, et une heure après on te propose de goûter un truc, on va dire ah bah tiens oui, tu vois. Moi par exemple, si j'ai des fois je vais au marché, tu vois, et je sens que j'ai encore la digestion du petit déj dans le ventre, on va me tendre un bout de fromage ou un bout de saucisson, je vais dire non, tu vois, j'ai pas faim. Et les mecs sont choqués, bah je te propose un truc gratos quoi. Je dis bah non, je viens de manger et je sens que j'ai encore de la digestion, j'ai pas envie de rajouter un truc, tu vois. Et les gens, ils sont vachement coupés de ces ressentis. C'est que des fois, ils vont manger, puis 2 heures après, ils peuvent se taper une grosse glace en ville, tu vois, ou une brioche ou quoi. Alors que, mec, t'as mangé il y a 2 heures et t'as mangé un gros truc, tu vois. Et il y a aussi ce truc aussi, bah aussi alimentation surtransformée, etc. Mais aussi, on vit dans une société aujourd'hui où on est assez pudique, où il faut pas péter, il faut pas roter. On est beaucoup sur la retenue, tu vois. oui. Et je pense qu'on est dans une société un peu presque de, je dirais, de constipé dans le sens où on est coincé mentalement. Mais tu vois, quand tu vois le mec, tu sais, qui marche avec son costard cravate, qui marche tout droit et que le gars, il est tout comme ça, tu vois. Quand tu manges dans la salle entre collègues, tu sais, tu t'entends que les fourchettes, tu sens que les gens ils sont sur la retenue, que ça mâche bien la bouche fermée. Enfin, tu vois cette retenue qu'il y a dans la société. Moi, je suis plus de la stratégie comme dans Shrek, tu sais, il lâche une grosse caisse. Non, je crois que c'est Fiona qui pète à un moment et Shrek il fait mieux vaut dehors que dedans. C'est clair. Et en fait, il faut se Ah lâcher, ouais. genre, tu vois, bon, c'est normal que si tu vois, moi pour rebondir, d'ailleurs, je te l'ai pas dit, mais moi aussi j'ai bossé un peu en hôtellerie et en restauration et j'étais en costard cravate derrière la réception. Et là, par exemple, bah, moi qui reviens de la salle de muscu, j'ai avalé le shaker de protéines. T'as des gaz, mais Ouais. tu peux pas péter, tu vois. Tu peux pas lâcher ton P, et en plus, tu sais que c'est un P qui va sentir le mort parce que Un renard crevé. et Ah, tu vois, vive la ouais. vive la ouais. Et tu vois, tu sais que tu peux pas te lâcher parce qu'on vit dans une société aussi où bah, ça doit sentir bon, t'es dans des endroits où tu peux pas te permettre ça. Et après, avec le temps, bah, quand j'étais en restauration où t'avais des odeurs un peu dans la cuisine, bah là, tu pouvais te lâcher. Enfin, tu t'en battais les couilles, tu vois. Moi, je suis arrivé à un stade aujourd'hui où quand j'ai envie de péter, que j'ai envie de roter, je rote, tu vois. J'en ai rien à foutre. Et en fait, pour moi, c'est encore une fois, c'est de la pudeur, c'est la société qui a inculqué ça, mais apprendre à lâcher, quoi. Genre, fuck, tu vois. Ouais, alors après, j'irai pas forcément non plus jusqu'à me lâcher en public. Je trouve toujours une stratégie quand ça Ouais, m'arrive, aussi, ouais. sauf maison, mais c'est pas moi qui assume, c'est ma compagne. C'est- Parfois, je peux me faire engueuler quand ça se La passe pauvre mal. Justine. Ouais.
Ah, des fois, elle a envie des misères. Ouais. Elle a du courage, cette femme. Ouais, j'arrive à trouver une stratégie parce que se retenir, c'est pas bon. Se retenir de péter, c'est pas bon. Se retenir d'aller faire caca, c'est pas bon. Comme tu dis, on est dans Exactement. une société de gueux typés. Les gens retiennent tout, y compris leurs émotions. Quelque chose ne leur plaît pas, faut pas faire d'histoire. Et puis après, ils rentrent et ça rumine. Et ça nous. Mais c'est normal de sentir tout ça. Il n'y a pas de question à se poser. On est habitué depuis tellement longtemps à le ressentir qu'il faut rien faire. Et non, parce qu'en fait, les gens se te détruisent. Le nombre de personnes où tu peux leur dire, ça va? C'est manifeste que ça va pas être donc. Ouais, ça va. Non, ça va pas, ça se voit. Si, si, c'est normal. Et je ne comprends pas parce qu'en fait, les gens sont sincères au moment où ils te disent que ça va. C'est leur ça va, maintenant, moi je l'entends comme oui, il y a effectivement une gêne, mais je peux encore prendre sur moi à la tolérer. Non, exprime-la, on devrait pouvoir s'exprimer. Les gens savent pas s'exprimer, souvent ont du mal de s'exprimer, pardon, en dehors du jugement, en dehors du mépris, en dehors de réactions parfois démesurées, et ça les empêche de dire ce qu'ils ils se disent je peux pas réagir comme ça quand même. Ou, ah non, ça vaut pas le coup. Oui, la réaction démesurée vaut pas le coup. Par contre, ça vaut le coup de dire je suis pas à l'aise dans cette situation. Ça vaut le coup de dire quand j'entends cette remarque à l'intérieur de moi, il se passe quelque chose qui est pas chouette. Est-ce que tu pourrais clarifier ton attention parce que moi ça me va pas, mais je veux pas non plus te prêter une attention que tu n'as pas parce que les gens sont peut-être pas non plus conscients de leur terrain émotionnel. Donc ouais, on vit dans une société de gens qui se retiennent et c'est très pénalisant. C'est ça qui amène à des burn-out, à des pétages de câbles, à des relations humaines complètement désastreuses et puis à des systèmes digestifs complètement foutus parce que les gens passent leur vie stressés et il n'y a plus rien qui circule. Ben, je dis les gens, je m'en extrais pas nécessairement non plus parce que évidemment que j'ai pour des gens ma vie elle a l'air idyllique mais je subis les mêmes pressions que tout le monde finalement il faut la payer cette maison les impôts me tombent dessus à la fin de l'année Enercop aussi me tombe sur le coin de la gueule à coût de 500 balles tous les 3 mois donc tout ça faut répondre à ces problématiques là j'y suis pas soustrait donc bon je m'inclus aussi dedans en disant les gens c'est peut-être pas très adroit de ma part quoi Ah, bah, franchement on a toujours tendance à dire les gens, même moi le premier, hein. Mais on est les gens. oui oui c'est on est responsable aussi de ce qui se passe dans le monde, comme dit Steve Gentis. On Exactement. a, on peut pas s'en extraire. Ouais, bah, ça, c'est tout ce qu'on a appris de nos mentors, hein, Pierre Dufraisse, Steve. Quand on comprend que vraiment, tu vois, c'est ce truc, l'effet papillon, où le moindre de nos actions, en fait, va avoir un impact sur le monde qu'on peut même pas imaginer, tu vois. Oui, c'est tellement responsabilisant de penser ça, de se dire, attends, je vais peut-être pas me donner le droit d'insulter ce mec de connard au volant de la voiture, parce que ça se trouve, quand il va rentrer, qu'il sera de mauvais poil, il va peut-être baffer sa femme ou son gosse, injustement, parce qu'il perdra ses moyens. Et j'aurai une responsabilité là-dedans, parce que j'ai fait le choix de croire que là, j'avais le droit de me comporter comme un idiot, parce que le gars m'a marché un peu dessus, quoi. Je, je pense que ouais, on a tous une responsabilité. Puis merci à eux d'inculquer ça. Franchement, j'espère un jour en arriver au stade de Pierre où je vois cet homme parler d'humilité, mais lui ne la théorise pas, il la vit et ça se ressent. Il y a combien de personnes qui viennent parler d'humilité? Non, je suis pas d'accord. On dirait que ça alimente leur narcissisme. Alors que Pierre dégage vraiment ce truc. Cette humilité, il la vit, il la dégage. C'est ce que Hmm. De j'apprécie beaucoup chez cette personne. toute façon, tu sais, l'authenticité, c'est quelque chose qu'on ressent. Ça trompe pas pour moi. Tu vois, quelqu'un qui n'incarne pas ce qu'il dit, bah en fait, tu le ressens. Il y a de suite un désalignement Et et c'est dissonant. une dissonance, ouais. Et je pense que on peut se mentir à soi-même, mais je le disais d'ailleurs, j'ai enregistré un podcast hier et je disais la même chose, c'est que en fait, tu peux être en dissonance, mais en fait, à la fin de ta vie, tu seras face à toi-même avant de donner ton dernier souffle, et en fait, tu sauras que t'as pas été correct, tu vois. Et ça peut te ronger, ça peut te ronger l'esprit et partir et quitter cette terre, cette vie, avec ça à l'idée. Mais moi, tu vois, c'est le truc qui me fait peur, et c'est pour ça que je, je m'engage autant à être authentique. Et en fait, c'est presque pas un effort parce que, enfin, pour moi, c'est presque naturel d'être authentique. C'est-à-dire que tout ce dont je partage sur les réseaux, c'est quelque chose que j'incarne, que je mets en place, tu vois. Quand je prends ma caméra pour parler, puis c'est parce que j'ai une réflexion sur le moment T, ou c'est parce que j'ai discuté avec quelqu'un en DM, en message, et que du coup ça m'a poussé à une réflexion et que j'ai envie de la partager. Mais fondamentalement, en fait, ce que j'aspire vraiment, c'est cette tranquillité d'esprit.
c'est de savoir qu'en fait, t'as fait de mal à personne, t'as essayé de tromper personne, t'as essayé d'extirper de l'argent à personne de manière malhonnête, tu vois. T'as pas été malhonnête. Et pour moi, il y a rien de plus beau de traverser la vie comme ça. Bah en fait, déjà que la vie, elle est pas facile, déjà qu'on va vivre des traumas, on va vivre des pertes, on va vivre des moments difficiles, que la vie, elle a déjà son lot. Si en plus de ça, on se rajoute le mensonge, porter des masques, de la fausseté, et du coup d'avoir cette pression en plus de dire putain mais en fait si on découvre le personnage qu'il y a derrière moi, la fraude que je suis, mais en fait tu te rajoutes une tension en plus, tu vois. Et pour moi ça m'aide vraiment à traverser la vie sereinement, même s'il y a les difficultés de la vie et les angoisses, etc. Ça m'aide à traverser la vie sainement parce que je sais que je suis authentique et je suis aligné avec mes valeurs, tu vois, et que je les incarne. Je suis d'accord avec toi. Ça résonne vraiment fort, hein, ce que tu dis. Je me dis, oui, mais en fait, on se ressemble vraiment beaucoup là-dessus. Et je pense que l'accroche qui est entre nous vient de là, où c'est cette crainte de ne pas partir l'esprit tranquille. C'est quelque chose qui m'a hanté à un moment et puis qui, je pense, est encore en moi, qui est encore bien engrammé en moi et peut-être à la base de certains comportements dont je n'ai pas encore pris conscience. Ça, je l'ai vu combien de fois, ça m'a fait peur. De me dire, attends, comment je sais si je suis en train de me mentir ou pas? Puisque moi, j'ai l'impression d'être vrai. Mais qu'est-ce qui va me dire que je le suis vraiment? Et cette réflexion-là, elle était très difficile, elle était très déstabilisante. Elle m'a fait douter d'énormément de paramètres de ma vie. Et puis, d'ailleurs, elle a bien failli me gâcher l'intégralité de ma vie. Encore une fois, heureusement que j'étais bien entouré pour pouvoir mettre de la conscience sur ce paramètre-là. Sinon, je me serais engouffré dans une vision totalement pessimiste de la vie, de l'humain, qui, dans ce cas-là, me retirait même la raison de vivre. Parce qu'à quoi bon vivre dans un monde où tout le monde est faux, tout le monde se retient, tout le monde est constipé, tout le monde souffre? Quelle est la finalité de tout ça? Donc, a Carrément, ouais. priori, sur les deux, il y en a assez peu. Il y en a assez peu. Alors, je me suis dit que, ouais, moi aussi, j'avais un peu envie de mettre ma pierre à l'édifice pour essayer d'apporter quelque chose de nouveau au monde. Et peut-être aussi avec le syndrome du sauveur qui allait avec. Le fait de vouloir toujours sauver les gens, sauver la planète, entre guillemets. Chose qui n'est pas nécessairement une bonne chose, je dirais. Hmm. Et ça m'a fait penser. Alors, je ne sais pas si tu as lu un bouquin de Castaneda qui s'appelle L'herbe du diable et la petite fumée. J'ai lu L'art de rêver, Ah, je l'ai pas terminé. et mais j'ai Je pas l'ai lu pas. les autres. Ben, je sais pas. Il me semble qu'il y a encore Don Juan, non, dedans. Je vais Ouais, dire c'est dingue. Don Juan, ouais. Ben, Don Juan, dans L'herbe du diable et la petite fumée, il enseigne à Castaneda. Et ça, c'est un passage qui a vraiment changé ma vie. Où il lui dit que l'humain, en fait, a 4 ennemis. A seulement 4 ennemis à vaincre dans sa vie. Où le premier ennemi, c'est la peur. Parce que Hmm. la peur maintient dans l'ombre. Et dans l'ombre, ben, on voit que dalle. Et une fois que l'humain a réussi à vaincre la peur, il a la clarté. C'est son cadeau. Mais ça devient aussi son deuxième ennemi parce que avec la lumière, on voit, mais quand la lumière elle est dans ta gueule, bah tu vois rien, t'es aveugle aussi. Par contre, une fois que cette clarté, t'arrives à l'orienter sur les bonnes choses et que tu sais t'en servir, tu obtiens du pouvoir. Et ce pouvoir, c'est ta récompense, mais aussi ton ennemi, parce que si tu gères très mal ce pouvoir, tu retombes dans la peur de le perdre. Et le pouvoir te ronge, et le fait de devoir le garder te ronge aussi. Et une fois qu'on arrive à se servir du pouvoir pour faire de bonnes choses, et qu'on arrive à orienter toute cette clarté, bah, notre dernier ennemi, c'est la mort. Et le dernier ennemi, c'est arrivera-t-on, au moment où elle voudra venir nous chercher, à lui dire attends encore 5 minutes, s'il te plaît, et c'est moi qui me livrerai à toi. Je trouvais cette Waouh. phrase très belle, parce que elle repasse tout. On peut savoir énormément de choses, tu vois, ça fait écho avec ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'on a eu raison d'apprendre tout ça? Est-ce que ça nous sert à notre liberté ou est-ce que ça nous rend esclaves d'un dogme duquel on a du mal de sortir par Hmm. notre propre terrain de vie à nous, par notre vécu, nos émotions? Est-ce que c'est compatible? Et que sait-on vraiment si on apprend tous les jours? C'est magnifique ça. Je l'ai mis de côté là, le livre il a l'air vachement bien. Il va falloir que je me le procure. C'est vraiment un des bouquins, moi, qui a changé ma vie. Waouh. Mais c'est très fort ce que tu viens de dire toutes ces connaissances-là, en fait, est-ce que on va en être l'esclave? Ou est-ce que justement on va réussir à les utiliser pour les transcender et en faire et devenir plus libre? Et moi, tu vois, je suis encore dans ce processus-là, je sens que je suis pas encore totalement libre
dans mon esprit parce que je suis encore conditionné par pas mal de choses, alors que je suis moi-même le premier à parler sur les réseaux, tu vois, de penser par soi-même, d'être libre. Et je le sais, tu vois, que je suis pas encore libre parce que moi aussi j'ai encore le chemin à faire, tu vois. Mais je trouve que c'est vachement important et c'est très compliqué parce que je sais pas si tu arrives à t'en sortir, à vraiment avoir cette liberté d'esprit d'avoir ces connaissances et de pouvoir ne pas en être attaché. Mais je trouve ça très compliqué, tu vois, de, de s'en détacher. Et après, je pense que ça demande beaucoup de travail. Il y a quelques temps, tu vois, il y a quelques jours, j'avais fait une séance avec une thérapeute qui m'a aidé qui travaille beaucoup sur les croyances limitantes, le subconscient, etc. Donc, on peut passer par ça, par des thérapies, on peut passer aussi par l'écriture pour mettre à plat en lumière tout ce qui nous bloque, tous nos schémas, toutes nos pensées, notre discours interne. Donc voilà, je sais pas si tu utilises toi des outils en particulier pour justement t'amener vers cette liberté-là. Des outils, j'en ai utilisé beaucoup. Mais le meilleur que j'ai pu trouver aujourd'hui, c'est ma vie. C'est la vie que je mène actuellement. Tu me disais tout à l'heure, j'ai encore du chemin à faire. Cette phrase-là, elle résonne pas parce que je pense qu'en fait, on est tous en chemin tout le temps. Et Ouais. cette liberté, pour moi, tu l'as dans la mesure où tu es conscient de ce qu'il faut aller chercher. Donc c'est déjà ça qui t'ouvre la porte sur la liberté. Est-ce qu'on peut être vraiment affranchi de toutes les blessures qui nous ont emmenés dans des schémas de fonctionnement? J'ai pas la réponse à ça. Aujourd'hui, pour ainsi dire, je commence même à en douter, ce qui fait que mon paradigme change par rapport à ma perception du bonheur, parce que ma perception du bonheur était de m'affranchir de la frustration, de m'affranchir de la souffrance, alors qu'aujourd'hui, je commence à me dire, non, le bonheur, c'est de trouver de la beauté aussi dans la souffrance, même si cette phrase peut faire peur à bien des gens, ou trouver ça peut-être un peu sombre, mais il y a de belles choses, en fait, à vivre à l'intérieur de tout ça pour moi. Hmm. Euh, et si ce que j'arrive à m'affranchir de tout ce que je sais, bien parfois oui et parfois non. Et quand je te dis que mon outil, c'est ma vie, c'est que le fait de vivre avec deux juments qui en font qu'à leur tête, même s'il y a des barrières électriques, ça me ramène à la fragilité d'un équilibre. Quand elle me défonce mon jardin alors que j'avais tout fait pour pas qu'elle le fasse, ça me ramène au fait que la vie est imprévisible. Quand j'essaye de nettoyer mon poulailler puis que les poules, elles refusent de foutre le camp, qu'elles me compliquent la tâche, ça me fait bien comprendre que la vie n'en fait qu'à sa tête. Et par rapport à toutes les connaissances que j'ai pu acquérir, hein, que ce soit dans la musculation, l'hygiène de vie, la façon d'être productif, le développement personnel, etc., quand je commence à devenir dogmatique, il y a une personne qui vit avec moi et qui me rappelle que la vie, c'est pas ça. Parce que pendant que moi, je suis là, productif, routine, telle heure, tac, on fait ça. Il y a quelqu'un qui m'arrête et me dit, hé, et qui rigole et qui se laisse le droit parfois de ne pas faire. Quand moi, je suis là, non, non, rien, t'as rien branlé pendant des années, maintenant on y va, il n'y a plus de temps à perdre, feu. Non, j'ai quelqu'un qui sait lâcher prise et qui m'a encore aidé à lâcher prise pendant les 4 derniers jours où ouais, je me disais, ah ouais, non, boire un coup fait chier, j'ai bien évolué, ça me fait chier de refaire ça. Puis finalement, non, j'ai bu quelques bières, j'ai même fumé quelques clopes, et c'était des moments qui étaient très chouettes. Et pourtant, ouais, mais c'est pas bien ta santé. Ouais, mais la santé, c'est aussi parfois du lien social, à mon sens, et retourner vers les gens, c'est aussi parfois accepter d'adopter les us et coutumes des autres, ou parfois de faire un pas en arrière par rapport à nos habitudes. Et c'est pas un mal parce que ben, parfois la rétroaction permet d'aller encore plus loin. Moi, j'avais laissé ma routine, mes habitudes me couper, me renfermer sur moi-même. Et après, il n'y a plus rien qui me lie aux gens. Et si je suis plus lié aux gens, comment je peux faire véhiculer la beauté de ce message? Comment je peux véhiculer ce qui me tient à cœur? Si ah non, je vais pas y aller, ça va être trop dur, je vais devoir dire non. Ah non, ils n'ont pas les mêmes habitudes. Ah non, ils ne mangent pas comme moi. Ah non, ceci, ah non, cela. Bah, à la force, bah, je finis tout seul. Et j'ai bien compris dernièrement que j'avais besoin des humains, même si ils sont pas tous dans la naturopathie, ils sont pas tous dans le culturisme, ils sont pas tous dans l'importance du produit. C'est pas grave parce que même eux, j'ai besoin d'eux et je pense que même le monde aussi a besoin d'eux parce que c'est ces gens-là aussi parfois qui me font remettre les pieds sur terre. C'est pour ça que je les aime autant dans leur simplicité et dans leur façon d'être. Et heureusement que je les ai et je les aime, même si des fois le contact peut être difficile parce qu'il réveille mes insécurités, etc. La vie que j'ai choisie, l'environnement où je suis, me ramène à ce dont j'ai besoin, pas toujours à ce que je veux, mais au moins à ce dont j'ai besoin. Oh, les perles de sagesse là que tu viens de balancer. Mais en fait, on s'en rend compte, tu vois. J'en parlais, peut-être que je t'en avais parlé au Pont du Gard, mais
le lien social, en fait, il fait partie de la santé, tu vois. On est des êtres humains, on a besoin de social, d'être en contact physique avec la personne, de se prendre dans les bras, d'échanger, d'avoir des moments d'authenticité, tu vois. Et ça, je l'avais vécu et j'arrête pas de le dire. Mais au Nouvel An, tu vois, quand j'ai fait le Nouvel An avec Bastien, avec des copains de Grenoble, où on chantait des mantras jusqu'à 2 heures du mat, tu vois. Mais en fait, le lien social, il faisait tellement du bien que pendant une semaine, j'avais lâché toutes mes routines. On mangeait à minuit, on se couchait à 2 heures. C'était n'importe quoi, tu vois. Parce qu'en fait, t'es dans un autre monde. Et un truc aussi qui m'a bien aidé à me libérer vraiment de toute ma rigidité psychorigide, ma rigidité psychique, pardon. Ça a été en fait de quitter mon appartement l'année dernière et mon travail et d'avoir été baroudé, tu vois, d'avoir fait du stop un peu partout. Parce que là, en fait, ça t'apprend la vraie vie, c'est-à-dire que la vie, en fait, c'est pas toi qui, tu peux pas contrôler en fait. Une fois que t'es en stop, quand t'es au bord d'une autoroute, sur une aire d'autoroute, avec ton sac à dos tout seul, mais en fait, tu peux que aller de l'avant. Il n'y a pas de routine de j'ai prévu ça à telle heure, tout ça. Je sais pas à quelle heure je vais arriver au point où à ma destination. Quand j'ai fait l'hébergement chez l'habitant en Normandie ou en Italie, tu sais pas en fait à quelle heure tu vas manger. Tu sais rien de tout ça. Tu sais même pas ce que tu vas manger. Tu sais même pas où est-ce que tu vas dormir. Si tu vas dormir. Donc là, il y a une espèce de lâcher prise, mais incroyable, qui arrive dans ces moments-là et que j'aime. Tu vois, par exemple, quand je suis en voyage ou que je baroude, ou là, tu vois, je suis allé à Grenoble, j'ai rencontré des amis, j'étais à Lyon en Suisse, etc. Je peux ne pas faire une seule pompe pendant une semaine parce que j'ai la tête ailleurs, en fait. Je suis dans l'expérience de la vie et faire 10 répétitions de pompe ou je sais pas quoi, j'en ai rien à foutre. J'ai la tête ailleurs, tu vois. Par contre, c'est que quand je reviens, dès que je me pose dans un endroit, que je m'ancre quelque part, que là, tout revient. Tu vois, la rigidité revient, la routine, la structure, tu vois. Oui, je comprends. Je comprends. Je comprends tout à fait. Mais en fait, en t'écoutant parler, ce qui fait écho, c'est de me dire, mais cette routine, oui, elle sert d'ancrage, c'est le mot que tu as utilisé. Elle sert d'ancrage dans un lieu où on a choisi de se planter pour progresser, pour évoluer et pour se fortifier. Parce que mine de rien, ça sert aussi à tout ça. Quand on voyage, quand on bouge, quand on est en famille ou qu'on rencontre des gens, on tombera toujours sur des gens qui viendront nous mettre dans la sécurité ou qui auront des comportements parfois pas forcément adaptés, assez dominants. Mais le fait est que si on est fragile, en fait, on pète un câble par rapport à ça. Et on a envie de se taper avec les gens. Le fait d'être solide, de cultiver cette force, c'est c'est aussi de pouvoir rentrer un peu dans ce pardonne-les, ils savent pas ce qu'ils font. Parce qu'en fait, c'est des codes, des choses que les gens ont appris. On vit dans une société qui est basée essentiellement sur la domination. Hein, il faut soumettre l'autre, il faut pouvoir en faire ce qu'on veut, il faut qu'il soit d'accord avec nous. On n'a pas le droit de pas être d'accord. Parce que si l'autre n'est pas d'accord avec moi, ça veut dire qu'il pense que je suis un con. On n'a pas le droit à tout ça. Donc ça amène les gens à rentrer sur des rapports vraiment conflictuels. Et c'est très malaisant. C'est très malaisant. Donc pour moi, c'est utile effectivement de cultiver de la force et une certaine rigidité, mine de rien, de son côté. Même si à trop être rigide, on finit par casser. Ouais, ça vaut le coup quand même parce que des fois la vie demande d'encaisser des coups et parfois il y a des mauvaises choses qu'on peut faire, enfin des mauvaises choses entre guillemets qu'on peut faire pour de bonnes raisons. On peut choisir de se taire sur quelque chose qui nous dérange pour ne pas plomber l'ambiance, une ambiance qui est chère au cœur d'autres personnes et ne pas balancer un torrent de saloperie là au milieu. Le fait est que si on est fragile et qu'on se connaît pas, on peut vite péter un câble et faire tourner une petite fête complètement en eau de boudin et en scandale, simplement parce que il y a un idiot qui n'a aucune conscience de ce qu'il fait à côté et puis qu'il va emmerder les gens, quoi. Ouais. C'est, je crois que je me suis perdu, mais je trouve que la vie parfois est compliquée, on sait jamais. On sait jamais ce qui nous attend. Et je pense que c'est là la nécessité de cultiver cette routine. Là où je te trouve très fort, c'est que tu es capable de ne pas faire une pompe pendant une semaine. Quand je bouge, c'est pas concevable. Si... Ça, c'est. Non, non, si je m'entraîne pas, c'est pas moi. Je m'oublie là, je peux pas. Faut moi que je Après, garde ça. C'est ouais. ça qui me permet de faire ma journée, moi, clairement. Bah après, tu sais, dans ce genre de moments, quand je traverse ça, quand je suis en voyage ou quoi, quand t'as un sac de 20 kilos sur le dos et que tu passes ton temps à marcher, à être dehors et tout ça, en fait, je me suis mis ma dose au niveau physique, tu vois, le soir, t'es rincé, tu vois, même mentalement avec le fait d'être dans un contexte où t'as vraiment que de la volatilité.
c'est très énergivore et en fait, j'ai vraiment pas l'esprit à ça, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, non, mais oui, effectivement, oui, non, mais vu comme ça, je pense que là, du coup, je me calmerai aussi quand tu viens de te taper 35 bornes avec 20 kilos sur le dos. Faire des pompes, c'est pas forcément quelque chose de judicieux. Oui, 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 je vois tout à fait. Mais Je après, sais pas trop me projeter dans ce que tu dis. bon, après c'est vrai que ça a contextualisé, mais par contre, tu vois, dès que là j'ai baroudé, tu vois, à Grenoble, bah, bien sûr que j'ai fait du sport. J'ai même été dans un parc pour enfants pour accrocher mes anneaux à une balançoire pour aller faire mes tractions, tu vois. Il me semble que j'ai vu cette story. Ah, bah, il y a moyen, ouais. C'était il y a Ouais, quelques temps. cette story. Et d'ailleurs, en parlant de barouder, tu vas partir en Grèce alors? Ouais, Là, ouais, je vais tu pars partir. quand? Ouais. Je pars le 4 septembre, là, donc dans même pas un peu plus d'une semaine. Ça y est, le Airbnb est là? Tout est prêt, les billets sont réservés, la location a été payée, tout est bon. Putain, génial, génial. Là, ça va être une autre vie, ouais. Tu sais ce que tu as envie de faire pour commencer là-bas? Bah, toujours continuer les projets, développer ma communauté, mes réseaux, les podcasts, etc. Mais après, bien sûr que j'ai envie. Là, je suis en train d'apprendre le grec depuis quelques temps, donc faut apprendre l'alphabet. Enfin, c'est un truc monstre, tu vois. Mais au moins d'avoir les bases. J'ai envie, pourquoi pas, de découvrir du sport là-bas, parce que je sais que j'ai envie de tester un peu, tu vois, toutes les anciens sports antiques, genre Hmm. lancer de javelot, tu vois, tous les trucs un peu Grèce antique, etc. Donc si je trouve des clubs et rencontrer du local, bien sûr, tu vois, aller me faire des potes grecs, etc. Pour découvrir un peu la culture. Et après, bien évidemment, bah, découvrir tous les sites antiques. Là, je vais être du côté de Kalamata, tu vois, ça va être dans le sud de la Péloponnèse. Et par exemple, il y a une ville qui est pas très, la ville Sparte, qui est pas très loin. Donc, aller explorer un peu toute cette culture grecque et parce que je sais pas, il y a un truc qui m'appelle dans cette terre, il y a quelque chose de très fort, comme si j'avais une vie passée ou un lien dans une autre vie avec cette culture ou quoi. Donc, juste il y a une partie de moi qui a envie d'y aller. Donc en fait, j'ai dit go en fait. J'ai demandé à un pote, j'ai dit est-ce que ça te dit qu'on aille, on se fait une coloc, on bosse ensemble en coworking dans une maison et puis on découvre la Grèce. Il m'a dit ouais, je dis bah go. Énorme. C'est énorme, t'as raison de suivre cet appel-là. Bah ouais, Je, ouais, bah, enfin, je plus sois à 100% parce que ça fait du bien. Ce qui fait du mal, c'est de ne pas faire ces choses-là. Ce qui fait du mal aux gens, c'est de ne pas le faire. exactement. Là, récemment, tu vois, le congrès du potentiel humain, il m'a aussi mis sur une nouvelle dynamique où, bah, en fait, j'ai envie de bouger, j'ai envie de voir plein d'endroits. Je m'interdis de le faire à cause d'une espèce de rigidité. Et, ben, et finalement, ça a sauté. Où je me suis dit, mais en fait, je veux bouger, je bouge. Au mois d'octobre, je vais partir faire la retraite du 20 au 27 avec Pierre, au pied des Pyrénées. Génial. Et j'ai prévu avant la fin d'année de me tailler à Bali, dans la Bali Time Chamber, pour vraiment mettre un gros coup de fouet sur mes projets, puis visiter cet endroit. Parce que finalement, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est un truc de ouf. Je rêve d'un endroit comme ça depuis combien de temps? Faut que j'y aille. Faut que j'y aille, parce que j'ai vraiment besoin de vivre ça. Un petit moment aussi que pour ma gueule, pour me découvrir. Vraiment regarder ce qu'il y a au fond, ce qui sont dans moi, et d'avoir de la force, parce que là-bas, il y a de la force pour me rattacher à mes valeurs. Il y a de la force pour me rattacher à ce que je veux, parce que quand j'ai plus de force, même ma vie, je finis par la rejeter. Et ça, c'est le signe qui me dit rien, faut que tu lèves le pied. Parce que ta Ouais. routine, elle te détache de ta vie, alors que ta routine, elle est faite pour mieux vivre ta vie. C'est Donc, beau ça. je te comprends. Je te comprends tout à fait dans ce désir de partir et d'aller voir les choses qui te bottent. J'espère de tout mon cœur que tu vas trouver ce qu'il te faut là-bas. On verra ce que la vie me réserve. Ok. Toi, de suivre tes aventures via Instagram. Ouais, bah de toute façon, je vais relayer tout sur YouTube. Je ferai certainement des vlogs, des choses comme ça. Donc bien sûr que je compte en parler. Mais je te rejoins sur encore une fois sur le lien social, tu vois, d'aller connecter et même ce désir. Moi, j'ai un désir, en tout cas, c'est une envie que j'ai et que je pourrais proposer aux personnes quand ce sera le moment. Ce serait pour moi, c'est essentiel, je dirais, pour l'être humain de vivre en petite communauté, tu vois. Un peu comme les éco-villages, même si je connais pas, je suis jamais allé dans un éco-village, je sais pas à quoi ça ressemble, mais de recréer un peu ces petites communautés où on sait qu'on peut aller compter sur le voisin, sur le pote à côté, et tu vois, pourquoi pas confier nos enfants,
Il y en a un qui a une compétence dans la permaculture, donc il va pouvoir aider la communauté. L'autre, c'est de faire telle chose, tu vois, et de trouver d'autres alternatives que l'échange forcément monétaire, mais aussi, tu vois, ce soutien d'une communauté qu'on a complètement perdu parce qu'aujourd'hui, on est isolé dans des bâtiments, dans des grandes villes. On n'a jamais été aussi seul alors qu'on est une concentrée de population dans une ville. À l'époque, tu vois, quand les parents ils avaient des enfants, bah, ils les laissaient à leurs grands-parents, c'est les grands-parents qui les élevaient, qui les éduquaient. Aujourd'hui, tu les mets dans des garderies, dans des crèches, dans des écoles. Euh, enfin, en fait, on est complètement à la ramasse, je pense, au niveau des relations humaines, tu vois. Et moi, le premier, parce que j'ai été le premier à m'isoler quand je suis parti aussi dans cette rigidité, à m'enfermer dans mes projets, à penser qu'à mes projets, à travailler, à faire mes routines et à me couper du monde, tu vois. Enfin, pour moi, l'isolement vient de la fragilité. Quand on ressent le besoin de se mettre à l'écart de tout, c'est qu'on est fatigué, qu'on n'en peut plus et qu'on veut plus de tous ces stimuli-là. Après, la force, c'est aussi d'aller chercher ce contact-là ailleurs. Et heureusement, tu vois que pour moi, enfin en fait, pour moi, ce contact-là humain, il existe encore. J'ai visité des écolieux, j'en ai fait quelques-uns, j'ai fait quelques communautés. Et la seule chose, je vais te dire, qui diffère avec mon village, c'est le fait que les gens ont un mode de communication. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont sensibilisés à la gouvernance horizontale ou à la communication non violente. Donc c'est une façon de communiquer qui est différente. Dans mon village, après, il se passe les mêmes choses. Tu vois, il y a des élus à la commune, ils se réunissent pour parler de projets. Moi, demain, j'ai besoin d'un coup de main pour attacher ma charrue. Je vais appeler un voisin, il va me filer un coup de main. Je suis parti 4 jours, c'est mon voisin qui est venu nourrir mes poules et puis qui est venu donner de l'eau aux chevaux. Puis quand mon voisin il part, bah, c'est pareil. Quand j'ai beaucoup de légumes, bah, je vais en distribuer aussi autour de chez moi. Mon voisin avait besoin qu'un coup que j'aille chercher sa fiche, je suis allé la chercher. Et ce lien, il est encore là. Il est encore là, il existe. Les éco-villages n'ont rien inventé si ce n'est au niveau de la communication. Parce que bah là, tu vois bien, là, quand des fois je veux de la viande, je vais en bas du village, je vais en chercher. Et ça c'était la vie que je voulais. Et dans les éco-villages, ce qui m'avait retenu, en tout cas, c'est que dans tout ce que j'ai pu voir, enfin en tout cas dans ceux que j'ai vus, hein, ils ne sont pas tous comme ça, loin de là, mais c'était justement cette espèce d'ego lié à l'écologie, la spiritualité, le lien où ça y est, nous sommes meilleurs que les autres, on s'est Hmm. élevé à un rang, une nouvelle population. Et puis parfois, ça faussait les choses. Parce que sous couvert de bienveillance, encore une fois, bah, on recrée le schéma de la constipation. Non, rien dire, je m'en sens pas capable, alors c'est de la faute de l'autre. Là, mon voisin, il veut me dire merde, il me dit merde. Et puis après, on passe à autre chose. Au moins, je sais à quoi m'en tenir. Et ça, je l'apprécie. Même si les formes sont pas toujours mises, moi, j'ai ma vision des choses qui me permet aussi de ne pas me vexer outre mesure quand il me dit tu me fais chier parce que c'est comme ça que ça sort. Hein, les vieux, quand ils me croisent, ils me mettent la main sur l'épaule comme ça et ils me disent tiens, bah, tu vas faire ça, pas de s'il te plaît, pas de merci. Ouais. Faut pas se vexer. Mais en fait, en regardant d'où ça vient, je le prends aussi avec une grande affection. Parce que même si c'est pas la même culture, c'est pas la même époque, ils ont grandi avec ça et j'ai beaucoup de choses à apprendre de ces gens-là. Du coup, ça amène à voir les choses différemment. À 30 balais passés, on me traite toujours comme si j'avais 15 piges, tu vois, parce qu'ils sont tous plus vieux que moi là. Il y a des jours, j'ai envie de dire, waouh, stop, c'est mon ego, c'est mon orgueil, alors que pour eux, c'est juste de l'affection. Ils me le disent avec cette affection-là, et il y a une réciprocité qui s'installe, et un pied d'égalité qui est mis, mais sur d'autres rapports. C'est simplement la vieille école. Hmm. Magnifique. Montréal, je vais t'emmener sur la dernière partie du podcast Bien. avec des petites questions de fin. Ok. Mais juste avant, j'aimerais qu'on parle un peu de toi, de qu'est-ce que tu proposes sur les réseaux. Est-ce que tu proposes des services? Tu m'as dit que tu étais coach sportif. Où est-ce que les gens pourraient te retrouver? Et s'ils ont besoin de tes conseils, qu'est-ce que tu proposes? Alors, 2 secondes, je suis désolé, il faut que je rebranche l'ordi. Vas-y, vas-y. Il va couper vraiment en plein milieu, tu vas te retrouver tout seul. Et le podcast sera perdu, sache-le. Ah ouais? Ah merde. Ouais, Non. Quand j'ai entendu du bruit. Là, c'est bon. on est Ah. sauvé. Ouais, non, mais j'ai vraiment eu peur que tout coupe d'un coup. C'était ouf. Eh ben, ce que je propose, moi, c'est un service d'accompagnement sur les réseaux.
pour les gens qui veulent reprendre leur santé et leur corps en main. En fait, je propose aux gens de passer par la pratique du culturisme, non pas du body, parce que dans le culturisme, on retrouve la racine de culture. Et pour moi, la culture du corps, elle s'étend bien au-delà de l'esthétique, même si trouver une harmonie physique, ça en fait partie, en fait, pour consolider une image de soi. Dans ma vision de la musculation, je relie le fait de créer de la force et de créer de la masse musculaire à la capacité de développer de la résilience face à la charge de la vie. Parce que la vie n'épargne personne, la vie envoie ses sauts de merde quand elle a envie de les envoyer. Et aujourd'hui, ma vision du bonheur, c'est qu'est-ce que tu vas faire de toute cette merde que la vie t'envoie? Est-ce que tu vas la mettre dans un tas, la composter et planter des courges? Ou alors est-ce que tu vas pleurer en te disant que ça schlingue et jamais savoir quoi en faire? Ou alors simplement la mettre sous le tapis jusqu'à ce que tu trébuches dedans? Ben, ce que je propose aux gens, c'est simplement ça, de développer leur corps et de passer par cette pratique-là pour pouvoir apprendre à mieux gérer la charge de la vie, la charge de leur passé aussi. Puisque finalement, dans ce que je leur propose, il y a aussi la vision que j'ai de la vie, qui est liée à la naturopathie, donc une vision plus globale, plus holistique, à la permaculture. Donc je m'inspire aussi des principes de la permaculture. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais d'accepter la rétroaction, de faire un pas en arrière. C'est pas toujours des choses qu'on retrouve dans le coaching sportif où bah, tu as ta diète, ton entraînement, tu fais pas ton entraînement, c'est pas bien, tu suis pas ta diète, c'est pas bien. Non, parfois il faut reculer, parfois il faut se retrouver encore dans cette situation, on fait un écart, un écart de conduite entre guillemets, où on se gave, on reprend une mauvaise habitude pour comprendre quelle est la racine de cette mauvaise habitude-là. Donc on passe aussi par la dimension des émotions. Pourquoi est-ce que j'agis comme ça? D'où me vient cette pensée? Pourquoi est-ce que je ressens ça à tel instant? Ben, on va aller fouiller tous ensemble. Parce que si cette croyance-là, elle saute pas, tu peux continuer d'y aller, mais comme dit Pierre, il vaut mieux 2 secondes dans l'eau froide dans un bon état d'esprit que 20 minutes dans un état d'esprit merdique. Ben, quand on est dans un état d'esprit merdique, on subit nos choix, on subit notre pratique. Et l'idée, c'est de prendre du plaisir, c'est de prendre du kiff, puisque c'est ça qui va nous amener à nous développer. Donc, on passe par la pratique physique, on passe par la dimension émotionnelle, on passe aussi par l'alimentation et après, il y a tout ce qui a trait à la naturopathie. Il y a parfois peut-être besoin d'une cure de nettoyage. C'est pas parce qu'il faut manger tant de grammes de protéines que si aujourd'hui tu fais une monodiète, tu vas perdre tous tes gains. Ça, c'est de la névrose de bodybuilder. Ça, c'est les go qui sont obligés de prendre 40 grammes de whey. La vie ne fonctionne pas comme ça. Parfois, ça sert à rien de manger 3000 calories si on peut en assimiler que 1500 parce qu'on a des bactéries qui bouffent tout. Donc ça, faut pouvoir le voir, faut pouvoir être en capacité de travailler dessus et de faire passer sa santé au premier plan parce que plus on est en bonne santé, ben, plus on va avoir de gains, plus on va avoir de force. Et l'expérience montre que les plus beaux physiques sont pas toujours ceux qui sont en meilleure santé parce que même si avec la nutrition, on peut faire de belles choses juste en jouant sur des calories, ça ne suffit pas. À un moment donné, s'il y a résistance à l'insuline, ça se verra aussi sur le physique, et ça, on peut baisser les calories, mais la bouée, elle sera toujours là, hein. Ça ne pourra pas être shred comme les gens veulent. Donc, il y a énormément de paramètres à prendre en compte qu'on ne retrouve pas toujours dans le coaching physique. Enfin, dans le coaching sportif, pardon. Parce qu'il y a de très bons coachs en physique, hein, Dieu le sait. Voilà ce que je propose aux gens. Donc, le culturisme hygiéniste. Pratiquer la culture physique par les aspects de la santé afin de pouvoir créer de l'autonomie, de la résilience, de la polyvalence. Il ne s'agit pas que de muscles, il s'agit véritablement de force et de résistance par rapport à ce qui se passe pour développer ses capacités adaptatives. Elle s'inscrit véritablement dans un contexte global. Il ne s'agit pas que de pousser pour pousser. Waouh! Voilà ma vision des choses, en fait. Ouais, c'est une super belle vision. C'est magnifique. Ça- Merci beaucoup. Ça me va droit T'as- au cœur. pour te contacter, c'est Instagram, t'as un autre moyen de communication? Alors, on peut me contacter exclusivement par Instagram pour le moment, et puis après, pourquoi pas par le téléphone quand on voit déjà avec les gens si je peux leur apporter quelque chose, si je peux répondre à leurs problématiques, ou bien si je vais les rediriger vers un réseau un peu plus vaste où il y a des gens qui sont peut-être aussi parfois plus compétents que moi sur certains domaines, parce que des gens plus compétents que moi, il y en a aussi. J'estime que je peux quand même aider des gens, mais si c'est pas de mon ressort, je redirige les gens parce que je connais aussi des gens très compétents et c'est aussi ces personnes-là qui m'ont accompagné. Génial, magnifique. Donc, Merci mon beaucoup. Instagram, culturisme hygiéniste. Et merci à toi, Dylan. Je m'entends en doublon, donc je sais pas si tout à l'heure je m'entendais pas. Ouais, c'est l'enceinte. Ah, c'est l'enceinte. C'est pour ça. Sinon, on se podcast des poires, un ordi qui se décharge. C'est ça que Voilà, j'aime, ça. la spontanéité. Deuxième, j'ai une autre question que je pose, c'est
Alors, tu l'as mentionné tout à l'heure, peut-être que tu vas redire le même. Est-ce que tu as un livre à me recommander et un invité? Un invité. Alors, si j'avais un livre à te recommander. Ah, attends, mais il y en a. En fait, j'ai envie de te dire, il y en a tellement des bouquins que je voudrais te recommander. Ce serait par rapport à cette conversation, peut-être, ou par rapport Non, à un livre en particulier? vraiment un livre qui t'a marqué. Tout à l'heure, tu m'as mentionné L'herbe du diable et la petite fumée que j'ai retenu. Ouais. Ce bouquin, moi, il a changé ma vie, mais si je devais t'en mentionner un qui te plaira de façon certaine, ce sera Le pouvoir de la détoxination du docteur Robert Morse. C'est un gros bouquin rouge, un bouquin très très complet, vraiment en termes de physiologie, en termes de cure, de C'est nettoyage et de c'est le connaissances. miracle de la détoxination, c'est ça? Très juste. Merci. Il n'y a pas de souci. C'était pour être sûr. Ouais, Robert Morse, ouais, c'est ça. Ouais, comme le Morse. Franchement, ce bouquin, c'est la Bible. C'est Bah, la c'est Bible de noté. la dégueulasse. Vraiment. Et puis un invité. En invité. Waouh. Je cherche là. Oh, je cherche. Le truc, c'est que là, il y en a plein qui me viennent, mais il me semble que tu les as tous déjà invités. Je te dirais d'inviter Pascal. D'inviter Pascal SPN dans ton podcast. C'est son Instagram, Pascal SPN. Ouais. Noté. Je pensais que tu allais me mentionner Mario Braco, tu vois. Ben, c'est pas le premier qui m'est venu. Et bizarrement, tu vois, j'ai pas pensé à lui. Et j'aurais pu aussi, ouais. J'aurais pu aussi. Bah super, c'est noté. Et ouais, de toute façon, j'avais en tête aussi, et il faudrait qu'un jour je l'invite aussi, Mario Braco, parce que je l'avais suivi un peu par moment et j'aime bien aussi sa vision des choses. Oui, sans surprise, c'est un compte qui me parle beaucoup aussi, où j'étais content de trouver un compte comme le sien, où j'ai vraiment trouvé plusieurs points sur lesquels je suis déjà d'accord avec lui, et puis qui me parle en fait, parce que je suis dans la dynamique, dans la même dynamique que cet homme-là depuis plusieurs années. Je suis content d'avoir trouvé quelqu'un qui a cette vision-là, en plus dans le culturisme, donc voilà, on est vraiment aussi dans l'esthétisme, l'autonomie, le potager. J'aime ça. Je suis content d'avoir trouvé son compte. Si tu vois ce podcast, Mario, merci beaucoup. Et Pascal Espen, du coup, c'est un coach qui t'a accompagné, c'est ça? C'est celui qui te faisait boire la Powerade et Ouais, ouais, c'est Pascal qui m'a fait manger les galettes de riz polystyrène et le Powerade et qui a pas voulu que je prenne ma petite poudre chargée en minéraux super aliments. Mais Pascal est quelqu'un qui a beaucoup apporté aux gens, même si peut-être que vous serez pas OK sur tout par rapport à l'alimentation. La différence de son point de vue par rapport au nôtre, je la trouve très enrichissante. Même si, voilà, il a ses pratiques, il a ses façons de faire, son point de vue sur la chose. Pascal est quelqu'un de très compétent. Il a un bagage théorique et pratique qui est grand, et c'est quelqu'un qui sait être à l'écoute, comprendre et surtout qui connaît la bienveillance. Contrairement à beaucoup de personnes qui peuvent se braquer, quand on n'est pas d'accord avec, s'il y a bien une chose que Pascal a su me montrer, c'est son côté, sa croyance en l'humain et la bienveillance qu'il est capable de dégager envers celui-ci. Vraiment. super. J'aurais pu te parler d'Arnaud aussi, mais il n'est pas forcément branché sur les réseaux. C'est pour ça que je te parle de Pascal. Ok. C'est quelqu'un qui est exigeant, qui sait donner vraiment le meilleur de lui-même. Je sais que toi et moi, on est d'accord sur les degrés d'exigence à avoir par rapport à quelque chose. Ouais. Super. Merci beaucoup. J'ai une autre question qui n'est pas de moi. J'ai une tradition Ok. dans le podcast où je demande en fait à l'invité d'avant, l'invité précédent, de poser une question pour l'invité d'après, sachant qu'il ne sait pas qui sera l'invité d'après et que toi tu ne sais pas qui est ce monsieur ou cette madame. Ok, allez, à feu. Alors, il m'a posé comme question, en tout cas pour toi, quelle destination de vie vises-tu d'ici 5 à 10 ans? En termes de localisation, Destination de vie, c'est attends, je plutôt note. ton chemin de vie, où est-ce que tu aimerais tes objectifs, tes projets, où est-ce que tu te projettes dans 10 ans? Je pense que dans 10 ans,
En tout cas, il me paraît raisonnable de me projeter encore dans cette maison, sauf qu'il y aura plus tout ce plafond dégueulasse, les choses seront refaites. Et dans cette situation, dans la maison, mon potager sera beaucoup plus périn, il couvrira plus de nos besoins. D'ici 10 ans, je pourrai produire de la viande. La pension canine de ma compagne, elle sera installée, elle sera prospère et surtout, on aura aussi réussi à acquérir notre autonomie énergétique pour se débrancher du réseau et pouvoir enfin vivre notre vie comme on l'entend sans forcément rendre de compte à l'extérieur, même s'il faut toujours en rendre un peu. Nous, notre but, c'est vraiment de s'occuper de tout ça. Donc d'ici 10 ans, je me projette encore ici avec toutes ces évolutions-là. Dans 10 ans, j'arriverai peut-être enfin à faire des pastèques dans mon potager, parce que ça me manque de pas y arriver. Ça fait des années que je foire les pastèques. Alors, en 10 ans, best objectif, avoir des pastèques maison. Je viendrai les goûter. T'es le bienvenu à la maison quand tu veux. Avec grand plaisir. De toute façon, je finirai bien par repasser avec mes baroudages. Quand t'es par là, en plus, t'es en tente. Bon, pour l'instant, chez nous, il n'y a pas trop de place, mais il y en a beaucoup dehors pour mettre la tente. Et puis, si le temps s'y prête pas, on va bien trouver une solution. Toujours. Mais, franchement, avec plaisir, ce serait cool. Ce serait très cool. Bah, à l'occasion, franchement, j'y manquerai pas. Ça, c'est sûr. Bah, merci à toi. Est-ce que t'aurais un dernier partage que tu voudrais dire à ceux qui nous écoutent? Hmm. Un dernier partage. Ouais, un partage qui me semble important. Prenez vos projets au sérieux, mettez de la rigueur et de la discipline dedans, mais prenez pas la vie trop au sérieux non plus, parce que la vie a un humour bien particulier, et si on le prend trop au sérieux, il y a vite moyen de se dégoûter et de se vexer. Plus facile à dire qu'à faire en certains cas, bien sûr. Prenez pas la vie trop au sérieux, oubliez pas de sourire à votre entourage, ça peut changer des journées. Voilà. Bah, sur ce, moi, je dis rien de plus parce que c'était magnifique. T'as clôturé le podcast, mais d'une manière. Merci beaucoup. Merci à Je toi, dois te Ryan. laisser. C'était un super moment. J'ai vraiment apprécié. Merci à toi de m'avoir invité ici. C'est vrai que c'est un espace d'échange qui était très apprécié, et très enrichissant. Ça me fait du bien aussi. Cool. Merci Dylan. Merci. Bonne route en Grèce. Prends bien du kiff et vraiment, je te souhaite le meilleur pour ton voyage. Ouais, carrément. Carrément. Merci beaucoup. J'ai vraiment aucun doute sur le fait que tu vas trouver ce dont tu as besoin là-bas. C'est Je te certain. dis à bientôt.